à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invitée du jour, Nadia Sollogoub, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes sénatrice Union centriste de la Nièvre, membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Vous allez réagir à différents sujets et notamment au choc du coronavirus. Durant toute l'émission, nous irons également, comme tous les soirs, en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Vous le voyez, ce sera aujourd'hui avec Steve Jourdain. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Tam Tranui. Bienvenue, Tam. Bonjour, Rebecca. On a appris que le ministre de la Culture était lui-même infecté. Du coup, question, et si le président était contaminé à son tour? Écoutez, ce scénario, ce n'est déjà plus tout à fait de la politique fiction, mais rassurez-vous, la continuité de l'État est assurée. On est rassurés. Merci, Tam. À tout à l'heure. Fabien Recquer est aussi avec nous. Bienvenue, Fabien. Le coronavirus risque de dissuader certains d'aller voter, mais vous avez trouvé une solution. Une solution qui est le vote par procuration, Rebecca. Par procuration, on verra comment on fait dans un instant. Fanny Conquier est aussi avec nous ce soir, bienvenue. Fanny, l'heure des réquisitions dans le procès Fillon. Oui, des réquisitions très dures qui sont toujours en cours. Les 2 procureurs ne mâchent pas leurs mots concernant les époux Fillon, vous allez le voir. On entendra tout cela avec vous dans un instant. Dans une demi-heure, notre match des idées spécial municipal, comme tous les mardis. Et puis dans une heure, notre grand débat. On va revenir longuement sur cette marche de militantes féministes qui a très mal tourné samedi soir. Le coronavirus a un peu noyé le sujet, mais des voix s'élèvent contre les méthodes policières. Les images ont beaucoup choqué. Gaz lacrymogène, manifestantes traînées à terre par des CRS. Il y a des doutes même au sein de la majorité. Y a-t-il définitivement un problème autour de la doctrine du maintien de l'ordre? Le préfet de police de Paris donne-t-il des ordres contestables, voire illégaux? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Mais d'abord, le sujet qui occupe 100% du temps de l'exécutif et qui préoccupe bon nombre de Français, c'est bien sûr le coronavirus. On verra dans un instant tous les problèmes qu'il pose en matière de continuité de l'État. Justement, on va dans un premier temps vous faire un point complet, factuel sur la situation à l'heure où je vous parle. C'est avec Jérôme Raby. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, la France recense désormais 1606 cas confirmés de coronavirus, dont 30 personnes qui en sont décédées. Mais pas question pour le chef de l'État de céder à la panique. En visite à l'hôpital Necker à Paris, où le SAMU gère plus de 6000 appels par jour, Emmanuel Macron a salué la mobilisation des équipes de santé, mais a prévenu que la crise sanitaire allait durer. Nous sommes au tout début de cette épidémie. Il faut être très clair, lucide. Le ministre, le directeur général de la Santé n'ont cessé de le rappeler. Nous sommes organisés et, en particulier nos SAMU, affrontent les débuts de cette crise. Mais pas question d'arrêter tout déplacement ou de fermer toutes les écoles à ce stade. La réponse sera proportionnée. Il faut qu'on reste extrêmement adaptable et donc qu'à chaque moment, selon la différenciation des territoires, nous sachions nous adapter aux conditions de l'épidémie. C'est ce que nous avons fait à chaque moment. Le gouvernement n'est d'ailleurs pas épargné par le virus. Franck Riester, ministre de la Culture, ayant été testé positivement, est placé en confinement à son domicile sans inquiétude particulière. À 5 jours du premier tour des élections municipales, le ministère de l'Intérieur a aussi publié une série de mesures pour les bureaux de vote. Un point pour se laver les mains ou du gel hydroalcoolique devront être à disposition des électeurs. Et ces derniers sont appelés à se présenter avec leur propre stylo noir ou bleu afin de limiter le risque de contamination lors de l'émargement des listes électorales. Allons plus loin d'abord avec vous, Nadia Sollogoub, sénatrice Union centriste de la Nièvre. D'abord, est-ce que vous allez bien? Je vais très bien, je vous remercie. Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que vous sentez une panique monter peut-être d'abord au Sénat et dans la Nièvre chez vous? Alors, dans la Nièvre, on est miraculeusement un département qui est épargné. Aucun cas déclaré à ce jour. Bon, il n'empêche que tout le monde est en état de veille. On est français avant d'être de son département. Ce matin, j'avais une réunion à la Défense. Alors, comme je suis une pure rurale, j'étais jamais allée à la Défense. Donc c'est vraiment un lieu très particulier. Et je voyais passer des gens avec des masques. Et tout d'un coup, cette question m'est venue. Je me suis dit, est-ce que maintenant on porte un masque parce qu'on a peur ou est-ce qu'on porte vraiment... Parce qu'on devrait porter un masque pour protéger les autres.
Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui mettent un masque parce que c'est un genre de rempart contre l'extérieur. Et on oublie complètement que, d'ailleurs la communication est bien faite, que ce qu'on doit faire en tant que citoyen, c'est protéger les autres. Moi, je ne serre plus la main à personne, on ne s'embrasse plus, mais c'est surtout, c'est pas tellement d'avoir peur, c'est qu'il faut être vigilant constamment et considérer qu'on est potentiellement vecteur d'une maladie, et c'est se comporter autrement. Et quand vous entendez le chef de l'État, qui a l'air plutôt serein, mais qui nous dit on n'est qu'au début de l'épidémie, il est franc, il est direct, comment vous trouvez ce mode de communication ? Moi, je trouve que la communication est bonne. On avait eu le ministre aussi qui arrive juste et qui a été tout à fait à la hauteur. La communication est bonne. S'il ne communiquait pas assez, ou on pourrait lui reprocher éventuellement, là, je trouve que c'est bien. Par contre, il y a un seul élément qui me manque constamment, c'est qu'on ne parle pas de moyens financiers par rapport à tout ça, parce que j'imagine qu'il va falloir mettre des équipes supplémentaires. Je me souviens quand Notre-Dame a brûlé, tout le monde s'est mobilisé en quelques minutes, le monde entier, pour sauver Notre-Dame. Et là, nulle part, on ne parle de moyens financiers à dégager. Pour aider les PME, vous voulez dire pour les alors, les PME, ça, je pense que ça arrive, mais non, mais les moyens médicaux. Parce que les hôpitaux ont besoin de moyens supplémentaires. Enfin, je ne vois pas comment on peut gérer. Il a annoncé quand même des moyens et un plan d'urgence. Après, pour beaucoup, c'est largement insuffisant. Mais Voilà, on était déjà dans un système hospitalier très essoufflé, avec un personnel extrêmement à bout de souffle. Donc, est-ce que ces gens-là, on va leur donner les moyens, parce que tout repose sur le système de santé? Nadia Sollogoub, le coronavirus, on va y revenir dans les chroniques. Je suis désolée, c'est l'heure du club d'Allons plus loin. Tam Tranui, c'est donc vous qui commencez. Hier soir, on apprenait qu'un ministre était infecté. On l'a vu dans le sujet de Jérôme Rabier, Franck Riester. Il va bien, mais ça pose quand même des questions sur la gouvernance du pays si d'autres étaient touchés. Effectivement, je le disais tout à l'heure, ce n'est plus tout à fait de la politique fiction entre le ministre de la Culture, donc testé positif, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, confiné par précaution, ou encore la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui est testée aujourd'hui après avoir ressenti de la fièvre ce matin. Je suis donc allée regarder les différents scénarios. Premier scénario, c'est ce qu'on appelle l'empêchement temporaire du président de la République. Ça s'est déjà produit. Par exemple, lors du voyage de Georges Pompidou en Afghanistan en 1968, à l'époque, on ne pouvait pas communiquer lorsqu'on était en Afghanistan avec la France, ou encore lorsqu'il y a eu, par exemple, les hospitalisations de Jacques Chirac ou encore de François Mitterrand. Dans ces cas-là, le Premier ministre peut présider le Conseil des ministres. Cela a été le cas, par exemple, lorsque Dominique de Villepin a remplacé Jacques Chirac en 2005, lorsque le président de la République, l'ancien président de la République, avait été victime d'un AVC, on se le rappelle. Et si Édouard Philippe est malade, me direz-vous? Mais oui. Ben oui, évidemment. Alors. Eh bien, sachez que dans ces cas-là, c'est prévu. On descend dans l'ordre protocolaire. Nicole Belloubet, on espère qu'elle va bien. Il y a également Jean-Yves Le Drian, ensuite Florence Parlier, Elisabeth Borne, et ainsi de suite jusqu'à la fin du gouvernement. C'est pas Gérard Larcher, deuxième personnage de l'État, qui prendrait le relais? Vous connaissez très bien la Constitution, Oui. Rebecca. Vous avez raison, c'est effectivement ce que prévoit la Constitution. Article 7, alinéa 4, je le cite, en cas de vacance de la présidence de la République, les fonctions du président de la République sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Et si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ses fonctions par le gouvernement. Mais donc c'est pas appliqué, manifestement, pas toujours. Eh bien, tout dépend de ce que l'on entend par vacances, en fait. Si le président de la République a un coronavirus sans complications, eh bien, on n'est pas dans un cas de vacances. En tout cas, je pense qu'on y sera. C'est pas comme ça que ça sera considéré. On considère que même confiné, il est en mesure de prendre des décisions, de prendre les bonnes décisions qui peuvent être à leur tour transmises à la chaîne. Donc, il continue à travailler et il est simplement remplacé pendant le Conseil des ministres par le Premier ministre. En revanche, s'il y a un empêchement définitif, et ça aussi, c'est déjà arrivé. C'est arrivé en 1969 avec la démission du général de Gaulle. C'est aussi arrivé en 1974 avec le décès de Georges Pompidou. Et bien, à l'époque, c'était bien le président du Sénat qui avait assuré l'intérim par 2 fois. Et à l'époque, c'était à chaque fois Alain Poher qui avait été appelé à la plus haute fonction pour des intérims qui avaient environ duré 2 mois. Et si le président du Sénat est malade, mais allons-y. Mais bien sûr. Faisons tous les scénarios. C'est pareil, finalement, on descend là encore dans l'ordre protocolaire. Et il est remplacé par son premier vice-président, Philippe Dallier. Ensuite, ça serait David Assouline, puis Valérie Létard, Jean-Marc Gabouty, etc., etc. Finalement, Nadia Sollogoub, le Sénat est presque en première ligne.
Oui, alors ça, on a toujours ça un petit peu en tête, de se dire que le président du Sénat peut-être. On voit qu'il y a quand même quelques étapes. Oui, alors il y a quelques étapes. Bon, enfin, c'est quand même rassurant pour tout un chacun. Merci pour ce reportage, parce qu'on imagine que du coup, l'État ne vacillerait pas, parce que le chef de l'État aurait finalement ce que tout le monde nous présente comme un syndrome grippal. Donc, oui, vous dites que les institutions sont solides et en tout cas ont tout prévu. Non. De façon anecdotique, je me suis toujours dit, comme maire rurale, qu'on a beau essayer de tout prévoir avec le plan de ci, le plan de ça, l'autoroute, la route, l'inondation, le machin. Et en fin de compte, des fois, il y a le truc qu'on n'a pas prévu, on tombe sur une bombe qui était enterrée. On a beau essayer de tout prévoir, on ne peut pas tout prévoir. Mais là, malgré tout, en ce qui concerne le pouvoir, on sent que le témoin se passe de façon très, très cadrée et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté. Et puis de toute façon, pour l'heure, l'exécutif fait tout pour que ça n'arrive pas, Tam. Oui, c'est ce que l'on nous a bien appris aujourd'hui de la part de l'Élysée. Communiqué, réunion limitée, visite suspendue, équipe réduite. Un espace est maintenu autour d'Emmanuel Macron lors des réunions. On dit même qu'il y a une bulle autour du président de la République. Les salles sont désinfectées. Ces visiteurs sont contrôlés pour vérifier qu'ils ne sont pas allés dans des clusters, etc. Et ces principaux collaborateurs font l'objet eux-mêmes de mesures renforcées. Et ils sont même priés de travailler en binôme pour que les missions puissent être assurées en cas de contamination de l'un d'entre eux. Notez que pour autant, Emmanuel Macron n'a pas renoncé aux sorties publiques. Hier, il a inauguré le Café Joyeux aux Champs-Élysées. Aujourd'hui, on le voit sur ces images, il est allé au SAMU de l'hôpital Necker. Et demain soir, il doit présider la cérémonie pour la première journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme au Trocadéro, dont la jauge a été revue. Il n'y aura que 900 invités. Il prend un peu des risques quand même, Emmanuel Macron, en continuant ses déplacements, d'après vous. C'est pas très raisonnable. Ce qui est très rassurant, c'est pour une fois qu'on a un président très jeune. Il semblerait que le virus soit particulièrement dangereux pour les personnes plus âgées. Alors on a un bon point pour Emmanuel Macron. Voilà. Un président qui est jeune et en pleine forme. Alors on imagine que pour lui, les conséquences ne seraient pas trop graves. Donc non, moi ça me choque pas. Il essaye justement de montrer qu'on ne peut pas céder à la panique non plus. Si on demande aux gens d'avoir une attitude mesurée, eh bien il donne. Vous n'avez pas réduit vos déplacements vous-même vous prenez vous faites la même chose qu'avant ce coronavirus? Je fais la même chose qu'avant, mais en me tenant à distance de la personne qui est à côté de moi et en pensant tout le temps que je peux potentiellement contaminer quelqu'un. Voilà, surtout c'est changer de mode de comportement. Pour l'instant, le Sénat n'est pas touché, mais on entend que beaucoup de vos collègues à l'Assemblée, enfin beaucoup, certains commencent à être touchés, d'autres confinés, vous le disiez? Oui, on entend parler de collègues députés qui sont par mesure de précaution chez eux. Bon, voilà, après, j'ai pris le métro aujourd'hui, je me dis qu'on a beau confiner quelques personnes, si ça doit circuler, ça circule, je vois pas trop... bon. Et un Sénat qui ferme, pour l'instant, c'est pas du tout dans les tuyaux? Moi, j'ai rien entendu. Pas d'informations de ce côté-là. Fabien Recker, on va continuer à parler avec vous et on va parler des élections municipales cette fois face au coronavirus, parce que là aussi ça pose des questions et on va commencer par un chiffre. Par un chiffre, oui, et ce chiffre, c'est 28%, soit la part des Français qui disent avoir peur de se rendre dans les bureaux de vote pour voter aux élections municipales, d'après un sondage Opinionway pour Public Sénat. Ça fait tout de même presque un tiers des électeurs, donc le coronavirus pourrait faire une victime, il s'agirait du taux de participation. Alors, sans céder à la psychose, pour les personnes à la santé fragile, il existe quand même une solution qui leur permet d'éviter de se rendre dans un bureau de vote. Cette solution, c'est le vote par procuration. Sachez qu'il n'est pas trop tard pour en faire la demande. On va rappeler comment ça marche. Il suffit de remplir un formulaire disponible sur Internet que vous déposez ensuite au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal le plus proche. On peut établir une procuration pour un scrutin en particulier ou bien pour une durée donnée dans la limite d'une année maximum, et ce pour plusieurs motifs autorisés comme le handicap, des raisons de santé, une obligation professionnelle, le fait d'être en vacances ou encore de résider dans une commune différente de celle où on est inscrit sur les listes électorales. Et le gouvernement face au coronavirus, lui, veut rendre plus facile la procuration, justement. Alors, en tout cas, pour les personnes qui sont impactées par le virus, pour ces personnes-là, le ministère de l'Intérieur invente la procuration à domicile. Dans une circulaire adressée vendredi au préfet, le ministère prévoit en effet, recommande que les personnes qui sont confinées chez elles, parce qu'elles sont soit malades ou alors parce qu'elles reviennent d'une zone à risque, eh bien qu'elles pourront demander à un officier de police judiciaire, un OPJ, de venir recueillir leur procuration chez elles. La circulaire conseille d'ailleurs
d'ailleurs à ces OPJ de s'équiper en conséquence, masques, solutions hydroalcooliques lors de cette visite. Alors on sait que les maires sont des officiers de police judiciaire, parfois le seul OPJ dans une commune. Nadia Sologub, vous avez vous-même été maire d'une petite commune. Une fois de plus, vos collègues élus locaux se retrouvent en première ligne dans cette affaire du Covid-19. Alors, je pensais exactement à ça. Parce qu'en vous entendant parler au début, je me suis dit, bon, merci au personnel administratif qui va faire tout en catastrophe à la dernière minute. Quand j'ai entendu parler d'OPJ, j'ai dit, boum, ça y est, c'est pour les maires. C'est pour les maires. Qu'est-ce que, de toute manière, les maires, ils font leur boulot. Bon, si c'est pour des personnes qui sont potentiellement vecteurs, c'est vrai que d'essayer d'éviter qu'ils contaminent toute la commune. Bon. Par contre, pour les personnes fragiles, moi, ça me fait un petit peu mal au cœur en situation de handicap ou les personnes âgées, pour avoir tenu les bureaux de vote pendant pas mal d'années. C'est tellement important de venir voter pour une personne âgée. On les voit arriver des fois dans des conditions de motricité difficiles. Ils ont la canne, mais alors bien habillés, le nœud pape, et puis ils mettent un point d'honneur à venir voter. Et alors s'il y a des solutions comme ça, j'entends tout de suite les enfants qui vont leur dire « Oh là là, papy, il va pas voter parce que ça va être dangereux ». Et c'est grave parce qu'ils ont vraiment envie. Alors, il y a peut-être quand même moyen de se tenir à distance les uns des autres, que chacun amène son stylo, qu'on se désinfecte. Finalement, est-ce que ce sera plus grave de voter que d'aller à la boulangerie? Bon, voilà, ça me fait un petit peu mal au cœur, tout ça. Bon, après, il faut proposer des solutions pour ceux qui seraient empêchés de voter, ça c'est certain. Ou qui seraient très angoissés à l'idée d'y aller. Oui, mais moi, je pense que les personnes âgées, elles mettent un point d'honneur à venir voter, quoi qu'il arrive. Hein. Il faut bien dire que c'est la solution extrême et qu'on mettra tout en œuvre dans les bureaux de vote. On a eu des consignes très précises des préfectures pour qu'il n'y ait pas de risque particulièrement. Hein, franchement, parce que si on envoie ce genre de message, c'est comme si on disait voter c'est dangereux. C'est horrible. La circulaire qui concerne aussi d'ailleurs les personnes âgées qui vivent en maison de retraite, Fabien. Exactement, donc à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, le ministère recommande donc dans cette même circulaire en effet que dans certains cas, eh bien, les directeurs d'établissement, les directeurs d'EHPAD pourront être habilités par un juge pour recueillir eux-mêmes les procurations auprès de leurs pensionnaires. L'idée est donc de limiter au maximum les contacts avec l'extérieur. Elle peut sembler judicieuse cette idée, sauf que les directeurs d'EHPAD ne sont eux-mêmes pas encore tous au courant. On va écouter la directrice de la FNADEPA, c'est une fédération qui regroupe 1200 directeurs d'établissements. Elle était à notre micro cet après-midi. Nous avons été informés aujourd'hui qu'il y avait effectivement cette circulaire. Un certain nombre de directeurs d'établissements n'ont pas encore été informés. Donc on va mettre en œuvre progressivement ces mesures pour permettre effectivement aux résidents d'exercer leur droit de vote. Mais on s'interroge sur cette capacité dans un contexte particulier qui est celui de la gestion évidemment et de la préparation au coronavirus. Bien sûr, beaucoup de questions. Le plus simple, en fait, Fabien, quand on n'est pas malade, ça reste de se déplacer, quoi. Exactement, Rebecca. C'est d'ailleurs le message que vous venez de faire passer. Les maires sur le terrain font le maximum pour garantir la sécurité du scrutin. Ils prévoient par exemple des parcours de vote balisés avec une signalétique au sol pour garantir les distances de sécurité. L'obligation évidemment de se laver les mains en arrivant. Et certains maires ont écrit hier à Édouard Philippe. Ils demandent une campagne de communication afin de rassurer au maximum les électeurs et afin de ne pas céder à la panique pour que ces élections municipales se déroulent du mieux possible. Nadia Sologub, quand on voit tout ça, on se demande s'il ne fallait pas les reporter, ces municipales. C'est une question que vous vous êtes posée en tant que parlementaire ou qu'on vous a posée ou que les élus vous ont posée? Oui, on s'est tous posé la question. Après... Au fond, on n'avait pas envie de les reporter. Il faut se mettre... une campagne, c'est quelque chose qui se construit. Et puis, il arrive un moment où, voilà, il faut y aller. Je pense que ça aurait pu bousculer les cartes beaucoup plus que s'il manque quelques électeurs ou s'il y a quelques procurations de plus. C'est vrai que, bon, voilà, c'est le moment des élections. Mais on ne peut pas envoyer en même temps un message rassurant et un message alarmant. Il faut, voilà, dire qu'on se comporte autrement parce qu'on est dans une situation d'épidémie virulente. Mais en même temps, on continue à mener de façon raisonnable et surtout prudente certaines activités. On peut aller voter de façon prudente. Allez Fanny Conqui, on va sortir du coronavirus avec vous. On va du côté du tribunal correctionnel de Paris au procès Fillon. Il est en train de se terminer. Aujourd'hui, place aux réquisitions. Effectivement, le procès pour soupçon d'emploi fictif a débuté le 26 février dernier. Au cœur de ce procès,
cette question. Les activités de Pénélope Fillon auprès de son mari député et de son suppléant Marc Joulot devaient-elles être rémunérées comme des activités d'assistante parlementaire? Cet après-midi, les procureurs du parquet national financier ont livré leurs réquisitions. Elles sont toujours en cours d'ailleurs. Des réquisitions très dures, très sévères contre l'ancien Premier ministre et son épouse. Regardez, l'un des deux procureurs évoque, je cite, « l'élément troublant selon lequel les activités de Pénélope Fillon étaient en réalité couvertes par d'autres et qu'elle n'avait aucun contact avec les collaborateurs censés couvrir les mêmes domaines. » Autre citation sur les déclarations de Pénélope Fillon. Un tel comportement confine à la mauvaise foi. C'est une insulte au bon sens. Ces déclarations sont tout bonnement invraisemblables. Alors, les délits de détournement de fonds publics, complicité et recel de ce délit sont constitués, selon le premier procureur qui a pris la parole cet après-midi. Et on rappelle que les prévenus encourent jusqu'à 10 ans de prison, de lourdes amendes et des peines d'inéligibilité. On rappelle aussi que l'Assemblée nationale s'est portée partie civile. En cas de condamnation, l'Assemblée nationale a réclamé aux 3 prévenus plus d'1 million d'euros. C'est en fait la rémunération perçue par Mme Fillon entre 1998 et 2013, plus les cotisations salariales et patronales payées par l'Assemblée pour cet emploi. Je vous propose d'écouter à ce sujet Éric Woerth, le député LR de l'Oise. Il était sur le plateau de Public Sénat ce matin. C'est une décision du président de l'Assemblée. Je respecte parfaitement le président de l'Assemblée, mais je pense qu'au moins une décision du bureau aurait peut-être été une bonne chose. Au moins d'en parler en bureau, c'est-à-dire président, vice-président de l'Assemblée nationale. C'est un acte qui peut se discuter. Peut-être pas populaire ce que je dis, mais C'est une décision trop personnelle selon vous ? En tout cas, le bureau aurait pu être informé ou en tout cas participer à la décision. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est pas anodin, nous dit Éric Woerth. Du côté des époux Fillon, Fanny, quel est l'angle de défense? Alors évidemment, les époux Fillon défendent le fait que le travail de Pénélope était essentiel pour la carrière de son époux. Les avocats ont apporté 34 témoignages qui vont dans ce sens. Et pour défendre le couple Fillon, on entend aussi un argument, le fait que collaborer avec un membre de sa famille, à l'époque, beaucoup d'élus, beaucoup de parlementaires le faisaient. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné Éric Woerth ce matin. François Fillon paye pour ce qu'il a fait ou pas fait. C'est une autre époque. Il y a des moments où, au fond, tout s'est dit au procès. Moi, je lui souhaite. Je connais François Fillon depuis longtemps. Je connais aussi son attachement parce qu'on ne le présente que de manière négative maintenant. Enfin, c'est aussi un homme profondément engagé dans la vie publique. Je pense à lui personnellement. Alors on rappelle que depuis la loi de moralisation de la vie publique d'août 2017, les parlementaires n'ont plus le droit d'embaucher des conjoints comme assistants parlementaires. C'est donc assez récent. Alors il y a aussi un autre angle qui est invoqué par la défense des époux Fillon, c'est la jurisprudence Kerviel. On se souvient de ce trader Jérôme Kerviel qui avait finalement été condamné à régler une somme infime car son employeur de l'époque, la Société Générale, avait été jugé en partie responsable de son préjudice. Objectif donc pour les avocats des époux Fillon, diluer aussi la responsabilité en expliquant que l'Assemblée nationale est en partie responsable car elle n'a pas contrôlé le travail des collaborateurs parlementaires. Et alors face à cela, qu'est-ce qu'elle répond l'Assemblée ? Eh bien, l'avocat de l'Assemblée nationale répond que l'Assemblée n'est pas là pour enquêter. Le député est censé faire preuve d'éthique et de transparence. L'Assemblée verse le salaire en effet, mais l'employeur, ça reste le député. Par ailleurs, l'avocat de l'Assemblée a souligné que le tribunal enfreindrait la règle de séparation des pouvoirs s'il demandait à l'Assemblée de contrôler le travail des collaborateurs. Et le Sénat, dans tout ça ? Alors, le Sénat, on se rappelle que François Fillon a quand même été sénateur pendant 2 ans, de 2005 à 2007. À cette époque, il avait embauché ses enfants comme collaborateurs, mais le Sénat, lui, ne s'est pas porté partie civile dans cette affaire des époux Fillon. À l'époque, le cabinet de Gérard Larcher s'était justifié en expliquant qu'il n'y avait pas de procédure concernant les enfants Fillon, que les juges n'avaient pas retenu contre la charge d'emploi fictif. Seule l'Assemblée nationale est donc partie civile dans cette affaire. On attend donc les réquisitions d'une minute à l'autre. Absolument, elles sont toujours pas tombées. Je surveille les dépêches. Voilà, vous suivez pour nous, Rebecca. Et puis demain, ce sera donc le dernier jour de ce procès avec les plaidoiries de la défense. Il y a plein de dépêches sur le coronavirus, mais je vous assure qu'il n'y en a pas encore sur les réquisitions. Nadia Sollogoub, il y a quelque chose qui vous gêne quand même dans cette affaire ? L'Assemblée qui se porte partie civile, pas le Sénat, la gauche qui trouve que le Sénat fait un cadeau à François Fillon en faisant cela.
Dans cette affaire, alors évidemment, je ne peux pas me prononcer sur l'affaire Fillon, je ne suis pas juriste. C'est le problème des emplois fictifs qui pose problème. Et la loi, je pense, qui a suivi a été maladroite parce qu'elle a jeté un petit peu la confusion entre emplois fictifs et emplois familiaux. Parce qu'on peut tout à fait avoir des enfants qui font très bien leur travail, et puis on peut par contre embaucher sa voisine et que ce soit un emploi tout à fait fictif et qu'on ait un lien de parenté ou son amant avec... Ça ne protège pas, quoi. Mais non, c'est ridicule. Et justement, c'est cette manière de faire qui... les enfants sont coupables a priori. Le lien de parenté induit une forme de malhonnêteté, alors que je trouve que c'est vraiment abusif. Et alors, je suis peut-être idéaliste, puis je suis une maman je pourrais avoir des jeunes enfants étudiants. Je sais pas pourquoi je me dis c'est vache pour les petits de dire les mettre dans cet amalgame. Peut-être qu'eux, ils ont, et je l'espère, profité d'être attachés parlementaires au Sénat. C'est une opportunité formidable. Si avec leur jeune âge, ils se sont donnés à fond, et bien j'espère que c'était le cas et que c'est pour ça que les deux cas sont traités de façon différente. Et alors, toujours pas de dépêche sur les réquisitions. En revanche, on apprend que le parquet demanderait une peine exemplaire. Donc c'est à suivre et évidemment on continuera de le suivre. Nadia Sollogoub, oui. Alors je voulais juste dire une chose sur les emplois fictifs. Ouais. C'est absolument insupportable pour des gens comme moi qui viennent du monde rural et qui voient ce que des bénévoles peuvent donner sans contrepartie financière, de savoir qu'à l'inverse, il existe des gens qui utilisent des deniers publics sans contrepartie de travail, et c'est une insulte à tout le monde du bénévolat qui porte le pays en grande partie. Et c'est dit, on continue, c'est l'heure de Ça se passe chez vous. Ça se passe chez vous, spécial municipal et direction Bordeaux aujourd'hui, où le scrutin s'annonce plus ouvert que les précédents. La droite gagnante dès le premier tour avec une figure comme Alain Juppé, c'est terminé. 3 autres candidats sont en embuscade. C'est un reportage de Cécile Sixou et d'Audrey Vuettaz. Depuis 1947 à Bordeaux, à chaque élection municipale, c'est la même chose. La droite passe dès le premier tour. Mais il y a un an, le départ d'Alain Juppé pour le Conseil constitutionnel a rebattu les cartes. Et pour son successeur, Nicolas Florian, actuel maire de Bordeaux et candidat à l'élection municipale, la bataille est loin d'être gagnée. Allez, on y va. Bonjour Nicolas Florian. Les sondages annoncent un second tour pour cette élection municipale. Donc la droite élue dès le premier tour, c'est terminé ? Moi, je regarde ce qui se passe dans les autres villes de France, dans les grandes villes de France, et je n'ai pas remarqué que des maires sortants soient en situation d'être élus au premier tour. Il y aura même, je pense, des triangulaires, des quadriangulaires. Ça va être un élément nouveau de la vie bordelaise, mais qui va se reproduire dans beaucoup d'autres villes de France. Vous êtes ce qu'on appelle un candidat Macron compatible, et pourtant LREM a investi un candidat contre vous. Est-ce que vous l'avez compris, ça ? Moi, je n'en ai pas fait un fait personnel. J'ai vu que dans d'autres villes de France, il y avait aussi des maires qui avaient une concurrence. Bon, voilà, c'est la démocratie. Ce sont les électeurs et les Bordelaises et les Bordelais qui décideront. Aux dernières élections, La République En Marche a fait de très bons scores ici à Bordeaux. 85% à la présidentielle et 30% aux dernières européennes. A priori, tout pour l'emporter. Bonjour Thomas Cazenave, vous êtes le candidat investi par La République En Marche. Donc on le voit là, vous avez mouillé le maillot. Et pourtant, vous êtes donné à la 3e ou à la 4e place dans les sondages. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors d'abord, moi je vais vous dire, les sondages, ils varient beaucoup. Dans une semaine, j'ai eu des sondages avec 5-6 points d'écart. Moi, je crois que ceux qui font l'élection sont les Bordelaises et les Bordelais, les électeurs, et pas les sondages. Donc jusqu'au dernier jour, nous allons mouiller le maillot, comme nous le faisons aujourd'hui, pour aller convaincre. Si vous êtes au second tour, vous savez déjà ce que vous allez faire ou pas ? Mais avant le second tour, il y a un premier tour. Il y a une alternative entre, d'un côté, le désir de revanche, un projet écologiste porté par Pierre Urmic, et de l'autre, l'héritage, la continuité, par Nicolas Florian, qui est là depuis 25 ans. Je crois que cette ville, elle a besoin d'un nouveau souffle. Pierre Urmic, bonjour. Bonjour. Vous avez pris la peine hier de démentir une possible alliance avec La République En Marche. Pourquoi ? Bonjour Pierre Urmic. Bonjour. Donc ça fait 24 ans que vous êtes dans l'opposition. La gauche, cette fois-ci, pour être au second tour à Bordeaux, c'est la première fois. C'est une revanche pour vous ? Pas du tout. Ces 24 ans m'ont permis de côtoyer de très près le pouvoir et d'acquérir une vraie expérience. En me disant tous les jours, demain peut-être que le fruit sera mûr et nous les remplacerons. D'après les sondages, donc, vous serez au second tour, mais vous ne serez pas tout seul.
ces 72 dernières années à Bordeaux, il n'y a pas eu de deuxième tour. Donc déjà, ce sera une première qui est un vrai ballottage à Bordeaux. Après, qui seront les candidats du deuxième tour? Honnêtement, moi, j'en sais rien. J'ai comme adversaire principal le maire sortant qui ne cesse de nous parler avec beaucoup de nostalgie des années Juppé. Mais beaucoup de Bordelais ont compris que les années Juppé, c'est terminé. Vous avez réuni toute la gauche, mais sauf Philippe Poutou. Notre rassemblement, il est quand même une certaine cohérence, c'est-à-dire on a réuni tous les gens qui ont vraiment envie de gouverner la ville. Philippe Poutou est dans une logique plus révolutionnaire. Pour les élections municipales, Bordeaux en lutte. Bonjour Monsieur Poutou, vous êtes le candidat NPA soutenu par LFI, mais vous êtes surtout la surprise de cette campagne électorale. Vous attendiez à ça? Pas tellement, mais c'est vrai qu'on est dans une ambiance sociale qui est très particulière, le mouvement des Gilets jaunes, la contestation du mouvement des retraites. Donc du coup, on est dans une ambiance où les gens relèvent la tête et osent plus facilement contester. Et c'est vrai que nous, cette liste, elle est porteuse de tout ça. Donc il y a une sorte de logique dans la surprise qui apparaît pour plein de gens. Et si vous êtes au deuxième tour, qu'est-ce que vous allez faire? Nous, on va au bout, c'est-à-dire qu'on veut le deuxième tour, on veut l'accès au deuxième tour et on ne se retirera pas. Notre objectif, c'est d'avoir des élus, le plus d'élus possible, 3, 4, 5, 6, on verra évidemment en fonction des scores électoraux. Philippe Poutou se maintiendrait en cas de second tour, comme les 3 autres candidats, Nicolas Florian, Thomas Cazenave et Pierre Urmi, qui attendent peut-être de savoir qui sera en tête dès le premier tour pour entamer des négociations. Ça se passe chez vous, signé Cécile Sixou et Audrey Vuittas. Par souci d'équité, on va quand même regarder la liste de tous les candidats à Bordeaux, en plus des 4 que nous venons de découvrir dans ce reportage. Nadia Sollogoub, la droite n'est plus une évidence à Bordeaux. Comment vous voyez cela ? Alors, je vois rien du tout à Bordeaux. Pas d'analyse à Bordeaux. Non. Et vous êtes impliqué dans les municipales. Bordeaux, non. Et j'ai une profonde admiration pour tous ceux qui investissent dans l'aventure des municipales. On a eu peur un moment qu'il n'y ait pas de candidats. Et puis finalement, c'est tellement formidable. Donc, je voudrais juste délivrer un petit message à tous ceux qui tentent l'aventure. Bonne chance à tous. C'est vraiment bien. Pour ceux qui seront élus, ils verront. C'est formidable. C'est très intéressant. Et juste une chose, c'est que je voudrais être certaine que partout les élections se passent à la loyale. Il y a une chose que je ne supporte pas. Et quand on voit arriver tout d'un coup en fin de journée les déambulateurs au bureau de vote ou des piles de procuration pour l'un ou pour l'autre, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à supporter. Autant la victoire est belle quand elle est vraiment loyale, autant ou alors des arguments qui sont en dessous de la ceinture ou des choses moches, quoi. Voilà, autant une belle campagne et après que le meilleur gagne. Mais quand les campagnes vont trop loin ou qu'on touche à la personne, c'est indéfendable. Et là, on donne une mauvaise image de la politique. Une campagne et une élection propre, c'est votre appel. Voilà, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Merci infiniment Nadia Sollogoub. Je vous laisse évidemment quitter ce plateau et regagner votre train puisque vous repartez dans la Nièvre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous les 3 d'avoir fait partie du club. La suite d'ALPL, c'est notre match des idées spéciales municipales là aussi. Et puis le grand débat. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme, c'est parti. Dans une demi-heure, notre grand débat. Nous reviendrons sur cette polémique qui passe un peu inaperçue auprès du grand public, mais pas auprès des féministes. Samedi dernier, une marche pour les droits des femmes a dégénéré. Au moment de la dispersion, de violents incidents ont éclaté avec les forces de l'ordre. On a vu des manifestantes bousculées, traînées par les cheveux, aspergées de gaz lacrymogène. Les images ne trompent pas, mais il manque celles côté policier. Ils assurent qu'ils ont été violemment pris à partie, eux aussi. Y a-t-il eu un usage disproportionné de la force? Qu'est-ce que ça dit de cette doctrine du maintien de l'ordre déjà très contestée? #ALPL pour réagir sur Twitter. Durant toute l'heure et comme tous les soirs, nous irons également en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Ce sera votre micro, Steve Jourdain, aujourd'hui. Y a-t-il eu donc un usage disproportionné de la force contre la manifestation féministe de samedi? Vous le disiez, Rebecca. Eh bien, on posera la question à Martha de Cidrac, sénatrice LR, dans un instant. Merci, à tout à l'heure Steve, mais d'abord notre match des idées spéciales municipales. Confrontation de points de vue ce soir entre Nicolas Corato et Jean-Sébastien Ferjou. L'événement hier soir, c'était ce grand meeting de la candidate de la droite à Paris, Rachida Dati, avec en guest star, vous le voyez, Nicolas Sarkozy. De quoi réjouir des militants déjà galvanisés par la bonne dynamique de l'ancienne ministre, donnée en tête dans quelques sondages. Flora Sauvage y était pour Public Sénat, reportage. La droite réunie au grand complet autour de Rachida Dati, la candidate LR à la mairie de Paris. À 4 jours du premier tour des municipales, militants et sympathisants se sont pressés salle Gaveau pour assister au seul et unique meeting de campagne de l'ex-garde des Sceaux.
en présence de Nicolas Sarkozy, la même où il avait fêté sa victoire à la présidentielle le 6 mai 2007. Mes chers amis, vous imaginez mon émotion de revenir ici. Retiré de la vie politique, l'ex-chef de l'État distille sa vision des choses. La droite républicaine française, elle n'a d'avenir que si elle est populaire, que si elle est entendue par toutes les catégories sociales. Et tant de fois, la droite s'est trompée en choisissant telle ou telle catégorie. Rachida, c'est la capacité d'être entendue par la France du peuple, par la France qui travaille, par la France des usines. Crédité de 24% dans un dernier sondage, seulement 1 point derrière Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris. Rachida Dati tacle Agnès Buzyn, son adversaire de La République En Marche. Une ministre de la Santé chassée de son ministère en pleine crise sanitaire pour s'improviser candidate à la mairie de Paris à 1 mois des élections. Une candidate qui n'avait pas envie. Une candidate sur ordre. Et demain, alors une maire aux ordres? Les Parisiens méritent mieux. Paris mérite mieux. Paris mérite le respect. Paris mérite qu'on l'aime. Paris mérite un maire qui n'est aux ordres de personne. À l'issue du meeting, les ténors du parti sortent revigorés par la présence de Nicolas Sarkozy. Je crois que le fait qu'il soit là, c'est réconfortant pour toute la droite. C'est peut-être le signe que quelque chose change et que finalement, si l'hirondelle ne fait pas le printemps, sa présence ici pourrait peut-être faire une élection. Si Nicolas Sarkozy reste la personnalité la plus populaire chez les sympathisants de droite, pas sûr que cela soit suffisant pour que Rachida Dati arrive en tête au premier tour dimanche prochain. Avec nous pour le match des idées ce soir, Nicolas Corato, bienvenue, Bonsoir. président de l'Institut de recherche Place de la République, conseiller en communication d'influence et affaires publiques, et Jean-Sébastien Ferjou, bienvenue à vous également, directeur et fondateur d'Atlantico. Nicolas Corato, ça vous surprend ce poids, cette influence encore de Nicolas Sarkozy dans une campagne comme celle de Rachida Dati, où on voit des militants totalement galvanisés par la présence même de Nicolas Sarkozy? C'est un soutien précieux encore? C'est un soutien précieux, puis Nicolas Sarkozy, c'est quand même le dernier homme de droite à avoir gagné une grande élection. C'est le dernier vainqueur de la droite. C'est quelqu'un qui est resté toujours fidèle à son camp, même si il a des relations étroites avec l'actuel président. Et puis c'est le pompier de service de la droite, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la droite a besoin d'un porte-étendard, Nicolas Sarkozy est là. Et puis c'est aussi peut-être celui qui aujourd'hui retient l'ADN de ce que devrait être la droite. Son discours hier soir était très clair, c'est-à-dire il vante une droite populaire. Voilà, c'est peut-être une partie du passé de la droite, peut-être une partie de son avenir. Il y a beaucoup de militants qui le pensent. Exactement, il n'y a pas eu que du show, je vais répéter ces mots, il y a quand même quelques phrases qu'on a retenues de l'intervention de Nicolas Sarkozy. La droite républicaine française, elle, n'a d'avenir que si elle est populaire. Rachida, c'est la capacité d'être entendue par la France du peuple. Elle a une énergie inépuisable et ça, c'est quand même ton côté sarkozyste. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est un portrait assez juste de Rachida Dati. La grande force de cette candidate, c'est son côté téflon, en quelque sorte. Rien ne peut jamais l'atteindre. Et par ailleurs, c'est une combattante hors pair. Malheureusement, j'ai envie de dire, ce qui fait sa force, c'est aussi ce qui fait sa faiblesse. C'est-à-dire qu'on voit très bien la Rachida sniper, capable de dézinguer tout ce qui se présente sur son passage, que ce soit dans les négociations sur les listes avec le reste des barons de la droite parisienne, ou que ce soit vis-à-vis des autres candidates. Elle peine parfois un peu à imprimer en positif, c'est-à-dire sur un projet. On voit bien la capacité qu'elle a à détruire, parfois un peu moins celle qu'elle a à construire en positif. Cela dit, incontestablement, Rachida Dati fait mieux que ce qui était attendu. Maintenant, sur Nicolas Sarkozy et sur... Mais je pense que Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit, la droite, à mon sens, reste profondément sarkozyste. Mais elle le reste au sens de la promesse de 2007, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'elle le reste dans la fidélité à l'homme. C'est pour ça que c'est une chose de galvaniser des militants sale Gaveau, c'en est une autre de faire venir des électeurs, parce que je pense que l'enjeu de Rachida Dati, il est de faire voter des gens qui ont plutôt prévu
de s'abstenir. Parce qu'il y a deux choses. Soit il y a un réflexe de vote utile en sa faveur, c'est-à-dire qu'une partie de l'électorat de droite qui avait basculé à La République En Marche, notamment aux dernières européennes, se disent on n'en peut plus d'Anne Hidalgo, donc on préférait peut-être dans l'absolu un candidat En Marche, mais enfin bref, misons sur le bon cheval, en tout cas celui qui nous paraît le plus susceptible de l'emporter. Comme Agnès Buzyn a résisté plutôt pas si mal que ça dans sa campagne, c'est difficile d'imaginer que ce réflexe se fasse dès le premier tour. Et deuxième point sur les abstentionnistes, je ne suis pas certain que l'image justement de la droite un peu l'ancien monde en quelque sorte soit vraiment de nature. C'est une chose de convaincre un électorat populaire, c'en est une autre de convaincre des abstentionnistes. Encore une fois, à mon sens, Madame Dati, elle a très bien marqué des points sur la sécurité, sur un certain nombre de sujets. Parfois, quand même, son projet pour Paris peine à avoir imprimé les esprits, même s'il existe dans la réalité. Dans la série des Convaincus, je vous cite quand même ce témoignage de militants recueillis par nos confrères d'Europe 1. Tout le monde avait dit que la droite était morte. Grâce à ces deux-là, donc Rachida Dati et Nicolas Sarkozy, vous avez une famille réunie. Un peu excessif ou il y a du vrai ? C'est vrai, Rachida Dati est la surprise de cette campagne électorale. On savait que c'était une très bonne candidate, on ne savait pas, effectivement, on n'avait pas envisagé qu'elle surpasserait, y compris Anne Hidalgo, dans les sondages. Mais globalement, on l'enterrait un peu la droite. Juste pour rappeler, Nathalie Kosciusko-Morizet, il n'y avait pas de troisième candidat, mais elle était quand même elle était à 35%. Plus de 30. Donc c'est-à-dire que la dynamique, elle s'analyse quand même toujours par rapport à l'attente des gens. C'est un peu comme les résultats économiques de Donald Trump. Ils sont formidables pour tous ceux qui pensaient que ça allait être l'apocalypse. Mais ce qui est très différent à Paris, c'est que Paris, ce n'est pas une élection présidentielle, c'est une élection avec 3 tours, et que la droite part une nouvelle fois divisée. C'est-à-dire que comment est-ce que Rachida Dati peut conquérir la mairie de Paris en étant divisée à droite dans le 15e, dans le 16e et dans le 8e arrondissement ? D'accord, mais on a une famille politique qui pensait être aux oubliettes et puis qui semble renaître. Donc on peut aussi comprendre, peut-être, même si c'est par qui renaît de manière un peu artificielle. C'est-à-dire que c'est un peu... je ne sais pas si c'est transposable au niveau national, ce qui se passe à Paris. Je ne suis pas sûr que ce soit l'attelage, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, Rachida Dati et Nicolas Sarkozy. Enfin, ça fait plaisir aux militants. Est-ce que ça fait plaisir aux électeurs ? Et est-ce que ça rassemble des électeurs ? C'est ce qu'on va voir dans les deux tours. Et puis il faut voir aussi la suite. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que la droite se recompose autour de Nicolas Sarkozy. Mais en plus, il y a une vraie question qui se pose quand même, et vis-à-vis de Nicolas Sarkozy et vis-à-vis de Rachida Dati. C'est-à-dire quelle est leur position réelle vis-à-vis de La République En Marche ? Puisqu'on a vu une Rachida Dati extrêmement solide sur ses positions, c'est-à-dire je ne transige pas, je ne veux pas de candidat sur mes listes qui aurait une double étiquette En Marche et Républicain. Et pour le coup, à mon sens, la droite a plutôt intérêt à miser justement sur son identité propre. Maintenant, Nicolas Sarkozy, lui, entretient des liens avec Emmanuel Macron, au point d'ailleurs qu'il s'est quasi excusé auprès du président de la République d'aller participer. Et c'est pour ça que je pense que c'est une alchimie bien malin, celui qui est capable de dire vraiment ce que ça produit sur l'électorat de droite, pas le cœur de l'électorat de droite, parce que celui-là, il était présent au meeting hier soir, mais sur le reste. Deuxième thème de ce match, on n'y échappe pas, messieurs, c'est l'impact du coronavirus sur les municipales. Selon l'IFOP, 28% des sondés envisagent de ne pas se rendre aux urnes à cause du coronavirus. Édouard Philippe a adressé un courrier au maire, il y donne plusieurs consignes, dont celle-ci. Le ministère de l'Intérieur produira des recommandations relatives à l'organisation physique des bureaux de vote, de façon à ce que la gestion des files d'attente et flux au sein de chaque bureau de vote limite les situations de promiscuité prolongée. Le Premier ministre incite donc à faire des procurations. Je vous rappelle qu'on est à 5 jours du scrutin, que toutes les campagnes sont perturbées, qu'on a des candidats confinés et même contaminés comme Franck Riester, ministre de la Culture, tête de liste à Coulommiers. Je voudrais qu'on écoute le ministre de la Santé à ce sujet. D'ailleurs, c'était ce matin sur France Info. Il m'a confirmé qu'il avait reçu un appel de l'Agence régionale de santé pour mener ce qu'on appelle l'enquête cas contact, c'est-à-dire déterminer son agenda et les personnes avec qui il a pu être en contact rapproché. Et un ministre, ça sert beaucoup de mains. Ce qui veut dire que le circuit fonctionne très bien. Un ministre ne serre plus beaucoup de mains quand on dit qu'en France, il ne faut plus serrer beaucoup de mains. Et il a su appliquer évidemment les bons gestes barrières. Et son état de santé n'est pas inquiétant du tout. Il me l'a dit encore hier. Il est chez lui, il n'est pas hospitalisé. Le coronavirus perturbe quand même sérieusement la vie politique, Nicolas Corato. Est-ce qu'il aurait fallu est-ce qu'il faudrait se reposer la question de ces municipales et de l'organisation de ces municipales ? Moi, je ne suis pas favorable parce que je pense aussi qu'il faut que la vie politique continue, la vie citoyenne continue et que tant qu'on n'est pas dans une situation qui dégénère complètement, on a intérêt aussi à continuer à vivre. C'est un sujet très compliqué et on voit bien que
la France choisit une stratégie un peu différente de celle de ses voisins. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la gestion des épidémies, mais j'ai tendance à faire confiance dans ce gouvernement sur ces sujets-là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa ligne politique, mais je considère que c'est le moment de faire confiance. Il faut aussi que lui donne des gages de confiance. Mais justement, l'idée de dire que la vie citoyenne continue et qu'après tout, nous qui sommes désemparés face à cette crise, c'est-à-dire qu'on se demande à titre individuel ce qu'on peut faire, c'est très compliqué, comment être utile face à... voilà, il y a un geste citoyen à accomplir dimanche. Allez voter quand même. Oui, c'est moins, je veux dire, on va moins passer de temps dans les bureaux de vote qu'on en a passé à aller vider les rayons de pâtes et de surgelés les derniers week-ends. Donc, si les Français sont capables d'aller dans les supermarchés vider les rayons de pâtes, je pense qu'ils sont capables d'aller passer 5 minutes dans un bureau de vote. Et je pense qu'il faut être responsable sur ce sujet-là. Jean-Sébastien Ferjou. Et je pense que la question ne se pose pas de la même manière pour tout le monde, c'est-à-dire qu'elle se pose différemment pour vous qu'elle se pose pour une personne plus âgée ou pour une personne déjà malade, parce qu'il y a déjà la question des assesseurs, malgré tout. Parce que les assesseurs, en général, ceux qui sont prêts à être dans un bureau de vente dès le dimanche matin à 8h moins le quart, il est rare que ce soit des personnes ayant la vingtaine. Donc il y a une vraie question, malgré tout, dans les zones où il y a des foyers de contamination, parce que l'ensemble du territoire n'est pas touché loin de là. Enfin en tout cas en intensité de contamination. Donc il y a quand même une question qui se pose pour les personnes âgées. Et être citoyen, c'est certainement aller voter. Je suis d'accord, il ne faut pas céder à la panique. Mais il y a aussi une question de faisons attention aux gens que nous devons protéger. Parce que c'est une chose de se dire, faire un autopronostic statistique en disant je suis relativement jeune, je n'ai pas l'impression d'avoir d'affection qui me fragilise particulièrement. Mais allez savoir, celui qui sera dans la file de vote à côté de vous, ou même un membre de votre famille, si lui ne sera pas impacté. Je pense que la responsabilité, elle doit vraiment venir de là. Parce que parfois, les gens justement qui sont plus jeunes, alors, il y a soit les gens qui paniquent, mais qui n'est pas un très bon réflexe non plus, soit ceux qui ne prennent pas les choses très au sérieux. Et on voit beaucoup de gens, notamment, qui continuent à faire assez peu attention, justement, aux consignes qui sont données en matière de serrage de main. Pas plus tard qu'hier soir, il me semble que Nicolas Sarkozy et Rachida Dati s'embrassaient comme du bon pain. Hier soir, oui. Non, mais voilà, mais donc faisons attention quand même, parce que le sujet n'est pas que nous allons tous être malades, mais il y a des personnes qui, elles, dépendent de nos attitudes à tous. Et ça, cette responsabilité, elle compte autant quand même que celle d'aller voter dans le contexte actuel. Il y a un pays qui a vécu des élections en cette période de coronavirus, c'est Israël. Et on va peut-être regarder une image qui est assez impressionnante et qui a marqué les esprits il y a quelques jours. Les autorités avaient mis en place des bureaux de vote spécifiques pour environ 5600 Israéliens. Tous ceux qui avaient été en contact avec des personnes contaminées ou qui avaient voyagé dans des pays à risque. Dans un bureau de vote à Jérusalem, des électeurs se sont présentés avec un masque devant des responsables en combinaison de protection. C'est vrai qu'à côté, nos stylos désinfectés, ça paraît un peu léger. C'est ce type d'exemple qu'il faudrait suivre. Je pense que la question se pose véritablement quand on voit ce qui s'est passé en Italie et effectivement le retard à l'allumage en quelque sorte dans les mesures de contrôle ou de confinement. Alors je ne suis pas épidémiologiste, mais malgré tout, on a posé la question sur Atlantico à un certain nombre de professeurs de médecine qui, eux, le sont et qui se posent quand même la question. Peut-être faudrait-il commencer à réfléchir à ne serait-ce que protéger les zones où il y a encore peu de cas. Parce que le vrai sujet, les gens comprennent, enfin, une espèce d'injonction contradictoire en quelque sorte entre une menace qui paraît énorme et puis après on dit oui mais il y a quand même que quelques dizaines de cas, pourquoi ne serions-nous pas capables de faire face à une épidémie de quelques dizaines de cas? Mais ce qu'il faut bien rappeler aux gens, c'est que le sujet, ce sont les soins intensifs, c'est la réanimation. Et la réanimation, c'est à peu près taillé sur la densité de la population, c'est-à-dire il y a plus de places de lit à Paris qu'il n'y en aurait au fin fond du Limousin, par exemple. En revanche, le virus, lui, il n'en sait rien. Il ne connaît pas la carte de la densité française. Donc si vous avez un foyer dans une zone où il y a assez peu de lits, il peut y avoir d'un seul coup beaucoup de malades. Et c'est ce qu'Olivier Véran expliquait assez bien, d'ailleurs, hier soir, de manière assez efficace. L'enjeu est d'arriver à éviter que cette épidémie ne connaisse un pic qui dépasse les moyens du système de santé français, parce que sinon on bascule dans le scénario à l'italienne. Et quand vous lisez les témoignages des médecins italiens, c'est quand même redoutable de voir qu'ils en sont au point de sélectionner les malades en disant non, vous êtes trop vieux, on n'essaie même plus de vous sauver. Et c'est une affection respiratoire, il faut le rappeler, c'est une espèce de pneumonie. Les malades pour lesquels il n'y a plus d'équipement respiratoire, c'est quand même un véritable cauchemar. Troisième thème de ce match, des municipales, la place de l'écologie dans la campagne. Le réseau Action Climat a passé au crible les programmes de 40 candidats, dont 10 grandes villes françaises. Résultat, regardez, sur ces 40 candidats évalués, 17 ont intégré les mesures incontournables pour faire face à l'urgence climatique, 7
n'en ont absolument pas tenu compte. Globalement, c'est plutôt le RN et LR qui sont les plus mal notés. Qu'en pense Jérôme Bignon, le sénateur Les Indépendants de la Somme? Il est avec Steve Jourdain en salle des conférences. Oui, Jérôme Bignon, bonjour. Les Républicains et le Rassemblement national, mauvais élèves de la transition écologique au municipal, ça vous étonne? C'est vrai que ce n'est pas les gens les plus écologistes de la Terre, sûrement, mais c'est pas très positif de dire ça. Il y a des LR, Rassemblement national, je les fréquente moins, mais il y a des LR qui sont convaincus que le message écologiste est un bon message. Le problème, ce qui différencie fondamentalement les gens, c'est qu'il y a des gens qui se comportent un peu comme des censeurs. Ils disent, si vous ne faites pas ça, c'est nul, etc. Vous n'êtes pas crédible. Bon. Et puis il y en a qui disent, il faut tenir ce langage, mais dire on y va ensemble, comment on convainc, comment on avance, pourquoi on le fait, expliquer. L'écologie, c'est pas quelque chose de dictatorial, il faut que ça soit appréhendé, compris, assimilé par les gens qui la pratiquent. Les gens qui ont mangé de la viande toute leur vie, on leur dit arrêtez de manger de la viande. C'est vrai qu'en manger trop, c'est vrai, il ne faut pas en manger trop. Moi-même, j'ai pigé que je me sentais mieux si j'en mangeais 1 ou 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, mais jamais plus. Si je vous comprends bien, vous dites que la droite et l'écologie, c'est pas incompatible, mais il faut une écologie progressive, en tout cas pas radicale. Oui, qui accepte que les gens ne soient pas convaincus dès le premier jour qu'il faut transformer leur vie. Je dis, le côté radical est insupportable pour beaucoup de Français qui le prennent mal. Si on leur parle gentiment de ces sujets-là, en leur expliquant, en montrant, en étant pédagogue, mais pas en disant bande de crétins, vous comprenez rien, donc on est foutu. C'est pas vrai. Les jeunes ont fait faire des tas de progrès, les engagés ont fait eux-mêmes, les écologistes radicaux de temps en temps, ils font faire des progrès parce qu'il y a des prises de conscience. Mais il faut avoir un peu de respect, un peu de considération. C'est dur de rassembler une ville. Aucun d'eux n'est candidat aux élections municipales pour mettre en application ce qu'ils proposent parce qu'ils savent bien qu'ils n'auront pas beaucoup de voix. L'écologie n'est donc pas un thème réservé à la gauche, selon vous? Mais non, c'est un thème dont on doit tous s'emparer. Travailler avec ses enfants, ses petits-enfants, travailler avec ses collaborateurs, travailler avec ses patrons. C'est évident qu'il faut le faire, mais il faut le faire avec plus de finesse. Donc il n'y a plus vraiment de clivage sur ces questions selon vous? En ce qui me concerne, il n'y en a plus. Je suis de la droite modérée, du centre droit, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je suis récemment, Joël Labbé a eu la gentillesse de m'appeler son ami écologiste Jérôme Bignon dans l'hémicycle. Donc je me dis que voilà, j'ai réussi à effacer des frontières. Et ces frontières-là, il faut les effacer. Mais il faut faire attention qu'en en faisant trop, on nuit à la cause qu'on défend. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, monsieur le sénateur. Merci beaucoup, Steve. Une réaction, Nicolas Corato? Oui, c'est intéressant parce que c'est un vieux débat. Est-ce que l'écologie est une chose de la gauche? Est-ce que c'est clivant? Ce que révèle votre étude, c'est que ce serait plutôt toujours clivant. C'est-à-dire que finalement, la droite aurait eu du mal à s'imprégner des sujets écologistes ou environnementaux et qu'elle les aurait toujours laissés à la gauche. C'est un peu le sentiment qu'on a quand on regarde les programmes. C'est-à-dire qu'on a quand même à droite, très très peu de réflexion sur l'écologie. On va directement vers les sources de production, et c'est tout à fait normal, vers les réseaux de production. On est assez favorable à l'agriculture intensive, on soutient plutôt à la voiture individuelle. Bon, on voit bien que ces sujets-là, à droite, ils ont du mal à faire florès, et on s'attendait quand même, on avait discuté sur les municipales en se disant, ce sera un grand thème des municipales, tout le monde va s'en accaparer, vous savez, on a fait plein de débats sur le greenwashing pour tous, etc. Et finalement, quand on regarde les programmes, effectivement, on a des choses assez traditionnelles. On est très dans l'ancien monde sur les programmes. C'est-à-dire qu'à droite, c'est pas très écolo. À gauche, ça l'est beaucoup plus. Peut-être que c'est beaucoup plus utopiste que pragmatique à gauche. Oui, voilà. Mais on reste sur des choses assez traditionnelles, voire même assez décevantes en termes de programme. Je trouve que les débats qui ont eu lieu dans la société française ces dernières années n'ont pas complètement imprégné les élus qui se présentent, quelle que soit d'ailleurs leur orientation politique. Et pourtant, le maire est absolument crucial, non? C'est justement peut-être au niveau local que ça va le plus fonctionner, la protection de l'environnement. Mais je crois qu'on mélange tout, en fait. Je vois pas comment le maire d'une petite commune peut avoir un impact sur le réchauffement climatique. En instaurant du circuit court dans les cantines, arrêter d'arroser peut-être, revoir les budgets
budget pour rediriger ça vers l'écologie, quand même, il a un pouvoir local. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on mélange tout et qu'il y a beaucoup de gadgets, de mesures gadgets. Il y a des sujets de santé publique qui peuvent être liés à la pollution de l'air, par exemple. Il y a des sujets environnementaux, effectivement, de faire attention à un environnement immédiat. Et puis, il y a des sujets de comment adapter les villes au réchauffement climatique. Parce que le pouvoir du maire, à la limite, il est plutôt celui-là que celui d'avoir un impact sur la planète. C'est-à-dire de se poser la question dans les grandes villes notamment, comment faire en sorte que ça ne devienne pas un calvaire dans les périodes de canicule parce que les villes seraient trop bétonnées ou trop peu végétalisées. L'exemple ne pourrait pas venir du local, les bonnes idées ne pourraient pas venir du local. Mais je pense que même si tout le monde vivait comme Greta Thunberg demain, ça ne changerait quasiment rien au destin de la planète. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre... Mais ce que vous pouvez faire dans votre comportement, ça peut être vertueux par ailleurs, mais ça n'est pas ça qui aura un impact. La seule chose qui pourra nous sauver du dérèglement climatique, c'est l'innovation technologique, parce que nous parviendrons à trouver des modes de production d'énergie, ou en tout cas des énergies décarbonées. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de se poser la question d'opposer la gauche ou la droite, parce que l'écologie, version de gauche, en général, elle est quand même un fauné de programmes anticapitalistes. Je ne pense pas que la décroissance sera la solution au problème de dérèglement climatique. Ce dont on a besoin, c'est d'investir sur la recherche et sur la technologie. Je ne suis pas persuadé que ça, ce soit dans le pouvoir d'un maire, mais je ne vous dis pas qu'il ne faut pas du tout se préoccuper de questions environnementales. Je vous dis juste qu'il faut ramener à la hauteur de ce que sont les pouvoirs de chacun, ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'il y a un vrai poison politique à tout mélanger. Regardez, déjà, il y a un poison qui pèse sur les municipales, c'est-à-dire que les maires, les malheureux, les sujets premiers de leurs concitoyens, qui peuvent être la voirie, par exemple, des sujets quand même assez concrets, quand vous avez des trottoirs pas entretenus, etc., mais ils ne peuvent pas répondre parce que c'est plus eux. C'est la communauté d'agglomération. C'est-à-dire qu'on a créé quand même quelque chose de très vicieux politiquement, avec des élections où les sujets qui intéressent les gens ne sont pas véritablement sanctionnés. Et la question de l'environnement, c'est un peu pareil. Si on dit que c'est au maire de régler la question du dérèglement climatique, mais ça n'a pas de sens. Anne Hidalgo ne va pas régler la question du dérèglement climatique. Et en plus, elle est toujours paradoxale, parce que si on veut rendre Paris plus attractif, il va y avoir quoi ? Il va y avoir plus de gens qui viennent en avion. Enfin, vous voyez, toutes ces questions-là sont éminemment plus complexes qu'il n'y paraît, et je trouve que le débat, pour le coup, même quand il est porté, je suis assez d'accord avec vous, la droite ne s'est pas beaucoup emparée de ces questions-là, mais il y a beaucoup de gens qui, eux, s'en sont emparés et qui polluent, pour le coup, totalement le débat, parce qu'ils introduisent la confusion en mélangeant une vision morale des choses avec une vision qui, elle, serait pragmatique. Mais on peut pas non plus toujours dire que c'est trop complexe pour pas s'attaquer au sujet. C'est-à-dire que qu'il y ait un débat politique sur le... regardons les choses à la hauteur. Qu'il y ait un débat politique sur les systèmes, moi je pense que le clivage gauche-droite a effectivement du sens en matière écologique, parce qu'il doit y avoir un débat politique sur le système. C'est un peu caricatural de réduire le système de la gauche d'ailleurs à la décroissance. L'idée, c'est, on voit bien depuis quelque temps, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les questions posées par le réchauffement climatique, que ce soit ce que pose la question du coronavirus sur l'avenir de la mondialisation, ce sont des sujets sur lesquels on ne passe pas suffisamment de temps en termes de réflexion politique. Donc il y a une réflexion macro à avoir, et qu'il va falloir... Je ne vois pas très bien en quoi un maire peut répondre à ces questions-là. Et puis, comme on l'a fait dans d'autres temps sur le socialisme municipal, il peut y avoir de l'écologisme municipal, c'est-à-dire de tester au niveau local des solutions qui pourraient ensuite être abordées au niveau national. On ne peut pas tout tester. Effectivement, l'innovation technologique, on ne va pas la tester au niveau municipal. Mais on peut tester plein de choses au niveau municipal, sur les déplacements, sur les mobilités, sur l'énergie. Enfin, il y a aujourd'hui, par exemple, rénover de l'habitat social pour le rendre moins énergivore. Cet exemple-là, oui, parce que sur les déplacements, mais les déplacements, on confond deux choses. On confond la santé publique, la pollution de l'air, et on confond l'impact que ça a sur le dérèglement climatique. Ce sont deux choses totalement différentes. Même si tout le monde demain se déplace à trottinette dans Paris, ça aura un impact imperceptible, totalement imperceptible sur le réchauffement. Et c'est ce que fait Anne Hidalgo. Enfin, elle a amené avec elle tout un tas de maires de mais non, parce que l'essentiel de la pollution, pour le coup, due à la circulation, c'est dû au transport, c'est dû aux camions, c'est pas dû aux voitures. Parce que c'est là où on mélange tout, parce que qu'est-ce qui se passe ? Les voitures, pourquoi il y a de la pollution de l'air ? C'est valable pour les voitures électriques aussi, parce que ce sont les plaquettes de frein qui polluent aussi. Mais ça n'a aucun impact sur le dérèglement climatique. C'est pour ça que je vous dis très souvent, les débats sont très mal posés. Il nous reste 30 secondes, Nicolas Corato. Non, moi je pense qu'il y a une place pour le niveau local en matière de règlement des sujets climatiques, parce que ça se passe aussi au niveau local. Mais je suis d'accord sur le fait que il faut qu'on ait d'abord le débat au niveau macroéconomique, et on ne peut pas faire l'impasse sur ce débat, et on ne peut pas ne pas convoquer sur ce débat les grands groupes industriels qui sont les premiers pollueurs. C'est pas le citoyen qui pollue le plus, hein. C'est celui qui lui donne à consommer, et donc mettre en cause la société de consommation. Oui, mais ça se passe aussi au niveau municipal. Au niveau municipal, on a le droit d'avoir des débats politiques qui concernent
un échelon beaucoup plus large et pas uniquement lié au niveau municipal. En un mot. Je disais juste mais on n'est pas en désaccord. Il est souvent contre-productif d'attendre de gens qui ne sont pas en situation de délivrer une promesse que ce soit eux qui la portent. Voilà. Et quand bien même vous seriez en désaccord, vous auriez le droit. Merci. Exactement. Et raison. Et à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. La suite d'ALPL, c'est notre grand débat. On va s'arrêter ce soir sur un événement passé un peu inaperçu, noyé, il faut le dire, dans la déferlante médiatique autour du coronavirus. Une manif de féministes qui a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Les versions divergent selon que l'on se place du côté des policiers ou du côté des manifestantes, mais les images amateurs dont on dispose soulèvent quand même quelques questions. Des questions sur la doctrine du maintien de l'ordre, des questions sur le préfet l'allemand et des questions sur la possibilité de manifester sereinement en France. On va ouvrir le débat avec nos invités dans un instant. D'abord, les faits et les réactions, c'est avec Sandra Cerquera. Plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi soir à Paris entre la place des Fêtes et la place de la République. La manifestation féministe était déclarée et prévoyait une dispersion à 22h, mais elle s'est achevée dans la violence, comme le montrent des vidéos relayées sur les réseaux sociaux. Les policiers ont chargé les manifestantes avant de tenter de disperser la foule avec du gaz lacrymogène. On voit des militantes être frappées, traînées par terre et poussées dans les marches du métro par les forces de l'ordre. La ministre Marlène Schiappa s'est dit choquée par ces images, tout en justifiant les violences policières. Le ministre de l'Intérieur a demandé un rapport et dans ce rapport, il est indiqué que manifestement le tracé de la manifestation n'aurait pas été respecté. Ça aurait occasionné les faits que l'on voit là sur les vidéos. Une justification condamnée par les associations féministes et de nombreux élus de gauche. La secrétaire d'État Amélie de Montchalin, visiblement embarrassée, a demandé des éclaircissements. Il ne faut pas que ça jette l'opprobre ni sur le mouvement féministe, ni sur d'ailleurs les efforts que font les forces de l'ordre. Pas dans cette manifestation, au quotidien, chaque jour, pour accueillir les femmes qui sont accueillies dans les commissariats, sont accueillies partout en France. Je pense que là aussi, il faut qu'on puisse clarifier les faits et ne pas faire une espèce d'amalgame gigantesque, considérant que les forces de l'ordre seraient forcément, des opposants à la cause des femmes. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de poser les choses. Selon une source policière, la manifestation a donné lieu à des dégradations et des tentatives de départ en cortège sauvage. 9 personnes ont été interpellées, dont 7 ont fait l'objet de garde à vue, qui ont toutes été levées dimanche soir. Avec nous pour le grand débat d'ALPL, François Patria, bienvenue, sénateur La République En Marche de la Côte d'Or, patron du groupe En Marche au Sénat. Alexis Poulain, bienvenue, cofondateur du site lemondemoderne.media. Johan Marat, bienvenue à vous également, secrétaire régional du syndicat de police Alliance Paris. Vous avez encadré une partie des effectifs présents samedi soir pour le maintien de l'ordre de cette manifestation. Et Pauline Baron, bienvenue, coordinatrice du collectif féministe Nous Toutes, qui a aussi organisé cette manifestation de samedi. Pauline Baron ? Nous n'étions pas organisatrices de la manifestation de samedi soir. Mais vous y avez participé, oui. Vous y étiez. On va prolonger le sujet en revenant peut-être sur les faits. On a clairement 2 versions. Que s'est-il passé ? Pourquoi ça a dégénéré d'après ce que vous avez vu ? Alors nous, on n'a vraiment pas compris ce qui se passait. On est arrivé au niveau du faubourg du Temple, juste avant la place de la République. Et à ce moment-là, on a été arrêtés par le cordon de CRS qui nous ont empêchés en fait d'atteindre la place de la République, alors même que c'était le parcours qui avait été déclaré en préfecture. Donc à ce moment-là, une partie du cortège a décidé de prendre la rue Richard Lenoir pour atteindre la place de la République en déviant sur le côté. Et à ce moment-là, en fait, on a commencé à recevoir des bombes lacrymo et avoir une charge de police de CRS qui a couru sur nous. Et à tel point qu'on ne s'est même pas rendu compte. Moi, j'ai une de mes amies qui est arrivée vers moi et qui m'a dit « il charge, cours ». Et j'ai fait « mais quoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, après... Donc, il n'y avait pas eu les 2 heures d'appel à la dispersion, comme c'est décrit, pas du tout. comme ça a été dit après, qu'on vous avait dit de vous disperser, que vous n'avez pas obtempéré et que vous auriez pris un chemin différent, une manif sauvage, comme ça a été dit. D'après ce que vous avez vécu, ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Et de même, le communiqué de presse de la préfecture de Paris explique bien que à partir de la place des Fêtes jusqu'aux abords de place de la République, tout s'est passé très bien. Johan Marat, il y a une vraie détresse de ces femmes manifestantes qui ont participé à cette manifestation et qui, parfois, comme on vient de le voir, n'ont pas du tout compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez... quelle est votre version, quoi ?
Alors moi, c'est assez simple. Une manifestation, c'est encadré. C'est encadré par un dépôt en préfecture. Il y a 1 heure de début, 1 heure de fin. Il y a un parcours. Ce parcours, il est jalonné par nos collègues. À partir du moment où vous essayez de dévier le parcours, moi je vais juste corriger madame, la manifestation, elle n'a pas seulement essayé de dévier son parcours, elle a forcé un cordon de sécurité de mes collègues. À partir du moment où vous forcez et que vous rentrez dans les boucliers de mes collègues, ils sont agressés. Et à partir du moment où vous agressez les forces de l'ordre, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réponse ferme. Le parcours de cette manifestation, il devait arriver place de la République, mais il n'était pas convenu que la manifestation rentre sur la place de la République. La fin du parcours, c'était l'entrée de la place de la République, et la manifestation devait se disperser. Par contre, derrière, à 22h, la manifestation ne s'est pas dispersée. Malgré plusieurs appels de mes collègues, des appels qui au départ étaient plutôt au calme, on a eu une surenchère qui est venue en face. Moi, encore une fois, sur la manifestation, c'est comme toutes les manifestations qu'on a depuis plus d'1 an sur la capitale. C'est jamais l'ensemble des manifestants. La liberté... Il devient violent, oui. Exactement. On a toujours un petit... dangereux pour vous. On a toujours un petit groupuscule qui vient se mêler et qui vient pour casser, pour s'en prendre au dernier rempart de l'État, à la force publique. On représente l'autorité aujourd'hui et certains viennent dans les manifestations pour ça. Encore une fois, la manifestation de ces dames, il n'y avait aucun problème pour nous. La manifestation s'est à peu près bien passée, si ce n'est qu'il y a quand même eu des dégradations qui ont été faites tout au long du parcours, des tags, des poubelles renversées. Alors, je redonne les mots du communiqué, quelques mots du communiqué de la préfecture de police de Paris. Elle parle d'ambiance hostile aux forces de l'ordre, déplore qu'à aucun moment les organisateurs responsables de la manifestation ne sont entrés en contact avec les représentants des forces de l'ordre présents sur place, malgré de nombreux appels téléphoniques. On va évidemment pas réconcilier vos deux versions ce soir sur ce plateau. Alexis Poulain, c'est vrai qu'il y a des manifestants, quelques-uns, qui peuvent faire dégénérer la situation et devenir violents pour des fonctionnaires de police ou des CRS qui eux aussi se sont agressés. Évidemment. Enfin, moi personnellement, j'en peux plus en fait de ces images. J'en peux plus des violences policières, des violences des manifestants, des violences. Enfin, tous les samedis, on a ces images. On n'a pas l'impression de vivre en France. C'est insupportable pour vous. Vous n'avez pas signé pour faire ce boulot-là. Je ne pense pas qu'on a, nous, signé citoyens pour voir ça. Il y a un droit de manifester en France. Il faut qu'il soit respecté. Il y a peut-être aussi une intelligence du vivre ensemble qu'on a complètement perdue. Je crois que ce n'est pas parce qu'on dépasse de 2 heures qu'effectivement on arrive place de la République que naturellement on a envie de s'y retrouver, peut-être de parler à la fin de la manif. Il faut peut-être attendre un peu. Il y a différentes façons de disperser une manifestation. Vous le savez d'ailleurs. C'est pour ça que le préfet allemand est mis en cause. Il y a des méthodes qui peuvent être contestables, qui sont contestées d'ailleurs. Aujourd'hui, la pression est sur lui. Je le disais sur ce plateau il y a plus d'1 an, Christophe Castaner devra rendre des comptes. Tous ces blessés, c'est pas normal. Quand on manifeste, on doit garder son intégrité physique. L'usage du LBD qui a été fait, il n'était pas normal quand on voit le nombre de tirs qu'il y a pu avoir, le nombre de blessés. Franchement, j'en peux plus. Et vous aussi, vous n'en pouvez plus dans les services. On va juste arrêter sur deux tables, si vous voulez bien, avec François Patria. Mais il faut vraiment maintenant qu'on fasse un moratoire, que Castaner rendre des comptes, que l'Allemand arrête avec cette pratique-là. Quand même, Juppé parlait de ce préfet comme un nazi. On y viendra. Il parle d'un camp. Oui, c'est un cas qu'on doit s'y arrêter. Il y a un vrai problème. François Patria, comment vous voyez cela? Non, d'abord, effectivement, je rejoindrai sur ce point seul. En disant, il y a trop de violence dans le pays, il faut que la violence baisse d'un cran. Mais je ne peux imaginer à aucun moment que les forces de l'ordre, ça donne à de la violence, gratuitement, simplement. Des images, simplement, les images, attendez, il s'agit d'images filmées par des amateurs qui filment les images de ce qu'ils veulent. Moi, je veux de bout en bout. Je ne pourrais porter un jugement que si je vois de bout en bout. J'ai vu des images aussi où il y avait marqué policier violeur, policier assassin. Où il criait policier violeur. Bon, je sais pas, quand on vous crie pendant 1 heure, vous policier violeur assassin, et bon, vous dites aux gens, repoussez-vous. Je ne peux pas croire un instant. C'est pas les policiers qui ont attaqué l'Arc de Triomphe. C'est pas les policiers qui ont brûlé le Fouquet. C'est pas les policiers qui ont mis le feu à toutes les banques autour des Champs-Élysées. C'est pas les policiers. C'est pas les policiers. Et quand je vois les images, je vois beaucoup plus d'images de manifestants qui sont des groupuscules, qui sont des violents, qui sont des black blocs, qui sont d'autres, qui viennent pour casser du flic, qui viennent pour lancer des objets, qui viennent pour lancer des pierres. Alors la violence policière,
Sans doute il y a des débordements, sans doute il y a des enquêtes à faire. De là à mettre en cause, comme vous le faites, et Castaner et le préfet, on y reviendra après. Une manifestation de féministes pacifistes, c'est pas des black blocs. Non, mais parmi ces manifestantes, moi je ne les ai pas vues, je ne les connaissais pas, j'ai vu les images après, il y avait, me dit-on, un groupuscule déterminé à affronter les forces de l'ordre, à forcer le barrage, etc. Voilà, bon. Pauline Baron. Alors, on entend beaucoup dire qu'il y aurait eu des féministes violentes, ou en tout cas des black box. Nous, on n'en a vu aucun. Je n'ai pas dit. Hein. Et de fait, il n'y a eu aucune vidéo qui circule depuis dimanche qui prouverait que les manifestants... violeurs, assassins, c'est sur les vidéos. C'est pas ce que j'allais dire. De jets de projectiles à l'encontre des forces de l'ordre ou un forçage... Il y a un policier blessé et il n'y a eu personne de blessé parmi les manifestants. Il y a un policier blessant. On a trois jeunes filles qui ont dû aller à l'hôpital et 3 autres qui ont des jours d'ITT. Et Yohann Marat, il y a des blessés parmi vos collègues ? Mais moi, j'ai un collègue, oui, effectivement, qui a 10 jours d'ITT aujourd'hui, qui a 5 points de suture sur le dessus de la tête, qui a pris un projectile en pleine tête. Mais en réponse à la violence qu'on avait subie dès le départ. Moi, j'ai entendu des jeunes filles, parce qu'il y avait des mineurs avec nous, hurler au moment où j'évacuais en courant. Moi, j'ai juste envie de vous répondre sur les vidéos qu'on voit. On voit une jeune dame qui est traînée au sol. 2 minutes avant, elle était où, cette jeune femme ? Pour vous répondre, effectivement, des vidéos aujourd'hui qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est tellement facile. Vous prenez votre téléphone, vous filmez, vous coupez ce qui vous arrange pas. 2 minutes avant qu'elle soit traînée par les forces de l'ordre, cette jeune fille, elle était debout sur le toit d'une voiture en train de sauter. Voilà. La police nationale, aujourd'hui, elle est là. Elle est là pour encadrer. Est-ce que ça justifie la traîner comme de la prendre par les cheveux et de la descendre dans les escaliers ? Ça justifie une interpellation. Après, moi... Si on m'interpelle, je vais me laisser conduire. Si vous vous défendez, que vous gesticulez, que vous essayez de porter des coups aux forces de l'ordre, les forces de l'ordre emploient des méthodes d'interpellation qui sont proportionnelles et adaptées au public. Est-ce qu'il ne vous faudrait pas des caméras ? Pourquoi vous... Mais on a des caméras piétons. Et alors pourquoi il n'y a pas de vidéo qui montre ces moments où effectivement il y a aussi des manifestants extrêmement violents qui vous agressent ? Ce qui est très compliqué, c'est que les caméras piétons, quand vous êtes sur un maintien de l'ordre, vous avez un équipement qui est relativement lourd. Il y a des boucliers. La caméra piéton, elle se porte sur le poitrail. Dans beaucoup de situations, elle peut être très bénéfique. Dans cette situation-là, sur du maintien de l'ordre, c'est pas le meilleur système en tout cas. Moi, encore une fois, par contre, la réponse, elle est que si une manifestation se passe bien, je vais prendre un exemple tout simple, le nôtre. Le 2 octobre, l'année dernière, il y a 27 000 policiers qui défilaient dans les rues de Paris. Pas une poubelle renversée, pas un manifestant interpellé, ça aurait été le comble, mais la manifestation, elle s'est arrêtée à l'endroit qui lui était indiqué, à l'heure qui lui était indiqué. Elle n'était pas encadrée par la police nationale, mais par nos collègues gendarmes. La manifestation s'est très bien passée. 90% des manifestations aujourd'hui en France se passent très bien. Une manifestation n'est pas arrivée à l'heure pile poil. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. On n'est pas en train de parler. On n'est pas en train de parler de 30 secondes. On n'est pas en train de parler de 30 secondes. On est en train de parler de plus de 2 heures après la fin d'une manifestation où vous avez des dégradations. Allez, on va avancer. On va alimenter la discussion. La réponse a été complètement disproportionnée. On va se reposer la question. On va passer voir Marta de Cidrac qui est en salle des conférences avec Steve Jourdain. Elle a un avis sur la question. Elle est secrétaire de la délégation aux droits des femmes ici au Sénat. Oui, Marta de Cidrac, bonjour. Ces violences qu'on a vues contre les manifestantes féministes samedi soir, ça vous choque ? Ah, évidemment, toute violence doit nous choquer. Quand on est démocrate attaché aux droits de la République, il est évident qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, approuver ce genre de comportement. Encore faut-il faire le distinguo entre ce qu'est une manifestation et ce qu'est un service d'ordre. Donc moi, je crois qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont mélangées et télescopées dans cette affaire. C'est qu'à un moment donné, on a un petit peu mélangé les raisons de cette manifestation, c'est-à-dire la cause que ces femmes défendaient et le sujet simplement de la manière dont une manifestation se déroule. Quand vous dites on, c'est qui a mélangé ça ? Je pense un petit peu les médias. Sur Twitter, on a vu un certain nombre d'expressions des gens qui se sont révoltés, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc moi, je pense que là-dessus, il faut que nous fassions attention, ne pas tout mélanger. On est dans un pays où on a la chance de manifester et d'exprimer son opinion. Nous sommes dans une république démocratique et ça, c'est très bien. Il faut que ça continue comme ça, que l'on puisse manifester lorsqu'on a envie de manifester. Il faut aussi respecter les règles d'une manifestation. Quand on a un parcours, on le respecte. Et lorsqu'on est du côté des forces de l'ordre, on respecte les manifestants.
s'il y a des casseurs dans une manifestation, là je n'y étais pas, je ne peux pas vous en parler. Je crois qu'un rapport a été demandé, donc je pense qu'il faut sereinement attendre les résultats de cela. S'il y a des policiers qui se sont mal comportés, il va falloir qu'ils s'expliquent. C'est évident, on ne peut pas tolérer dans notre pays qu'il y ait des débordements, d'où qu'ils viennent, que ce soit du côté des manifestants ou que ce soit du côté de nos forces de l'ordre. Nos forces de l'ordre sont là aussi pour assurer notre sécurité. Si je vous comprends bien, le tort est partagé dans cette histoire ? Moi, je pense que je ne peux pas vous le dire précisément, puisque justement, attendons de voir ce qu'est le rapport, mais je crois que dans cette affaire-là, il n'y a jamais un gentil d'un côté et un méchant de l'autre. Je crois qu'il y a en général des personnes qui sont responsables des deux côtés, les uns parce que peut-être leur mission a été au-delà de ce qu'on attendait de leur part, je pense aux policiers évidemment en disant cela, et de l'autre côté, il y a peut-être eu des débordements de manifestants ou de personnes qui se sont greffées à la manifestation, je n'en sais rien, qui peut-être ont eu des comportements inadaptés dans un moment pareil. Donc ne mélangeons pas tout. Moi, je voudrais aussi véritablement que l'on soit attentif à ne pas mélanger les causes féministes avec ce qui peut être de l'ordre d'un mauvais comportement à l'occasion d'une manifestation. Parce que j'entends ici et là parfois des critiques autour de cela. Oh là là, les femmes ou les féministes, les mouvements féministes, quels qu'ils soient, qu'on se reconnaisse ou pas dans ces mouvements-là, font ça contre les hommes. C'est pas l'objet de votre question. Et de la même manière, je ne crois pas, même s'il y a eu débordement peut-être de la part de certains de nos policiers, qu'ils aient fait ça simplement parce qu'ils étaient en face de féministes ou de femmes. Donc faisons attention à comment on présente les choses, mais en revanche, il est évident que dans une société comme la nôtre, on ne peut pas tolérer qu'il y ait ce genre de comportement. Merci beaucoup Marta de Cidrac d'avoir répondu à mes questions. Beaucoup Steve. L'affaire a quand même créé des troubles, François Patriat, au sein de la majorité. On a vu plusieurs, un membre du gouvernement, Amélie de Montchalin, qui a demandé des éclaircissements. Le député En Marche, Aurélien Taché, qui lui-même a affirmé son soutien aux manifestants sur Twitter et qui a demandé que le rapport soit suivi de décisions et de sanctions. On n'est pas très à l'aise quand même après cette affaire. D'abord, j'entends des gens qui portent des jugements, il y a des fautes de part et d'autre. Moi, j'en sais rien. Je sais qu'il y a eu des violences, je sais que des violences ont été perpétrées dans des conditions que je ne connais pas. Ce que je veux savoir, c'est la réalité. Donc, je serais plutôt, avant de demander des sanctions ou autre chose, attendons le rapport, et je crois dans l'indépendance du rapport, pour pouvoir formuler un avis sur la question. De dire s'il y a eu des fautes, qu'il y a des sanctions, personne ne s'y oppose. S'il y a eu des fautes, et que le rapport le prouve, que les images le prouvent, que les caméras le prouvent, bien entendu, Aurélien Taché dans ce sens. Maintenant, a priori, dire c'est de la faute des uns ou des autres, moi je n'incrimine personne, je ne dis pas que c'est comme ça, je dis simplement, dans notre pays, il n'y a pas des bons policiers quand il y a des attentats, et heureusement qu'on a la police et tout, puis des mauvais policiers quand il y a des manifestations. Cette espèce les violences policières prises comme telles aujourd'hui, dans le climat de violence qu'on vit aujourd'hui, j'ai du mal à l'entendre comme tel. Le taux de confiance en la police en 2015 était de 80%, il est aujourd'hui de 66% d'après l'étude Cevipof. Il y a un problème de confiance aussi dans le rapport qui sera rendu, Alexis Poulain ? Il y a un problème de confiance dans la parole politique. De toute façon, aujourd'hui, il y a une défiance dans toutes les paroles d'autorité, que ce soit les médias, les instituts de sondage, les politiques. On n'y croit plus. Les Français n'y croient plus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on sort les techniciens sur la santé. On va préférer écouter le directeur de la santé sur la crise du coronavirus que le ministre de la Santé, parce qu'on n'y croit plus. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on ne peut pas tolérer qu'on mette les citoyens les uns contre les autres. La police nationale, elle est là pour protéger les citoyens. Elle n'est pas là pour faire la guerre contre les citoyens et elle n'est pas là pour se prendre des insultes tous les samedis. C'est pas normal d'être dans un climat où on fait la guerre entre Français. Vous êtes citoyens français, comme nous le sommes. On a une démocratie, heureusement. Et je pense que la glissade qu'on est en train de vivre, et c'est pour ça, je pense, que c'est important de revenir sur les donneurs d'ordre, elle pose problème. Un préfet ne peut pas parler de camp. On ne peut pas parler de manifestants qui seraient tolérables parce qu'ils respecteraient des choses et puis d'autres qui ne seraient pas parce qu'antifascistes, parce que gauchistes, parce que etc. On ne peut pas tolérer la création d'une police politique. Ça, c'est pas démocratique. Donc, les problèmes sont là. Et moi, je suis absolument contre les violences à l'encontre des policiers. Tout ce qu'on entend sur ACAB, All Cops Are Bastards, etc., c'est insupportable. La police, je le répète, fait un excellent travail
en général. Il y a évidemment quelques errements compte tenu de la peur qu'il y a dans ces situations de manifestation ou autres, ou du manque de formation. C'est ce qu'on avait vu sur le LBD. Donc c'est pas une faute générale. La faute, si elle doit être cherchée, c'est dans les donneurs d'ordre. C'est sur cette doctrine, c'est sur la façon dont on va mettre des citoyens contre les autres. Ça ne sert à rien. Si les gens veulent s'exprimer parce qu'ils manifestent aujourd'hui, il faut savoir pourquoi. Pourquoi le pays est dans ce climat-là depuis 2 ans. Il y a un problème de fond qui n'est pas aujourd'hui répondu. Le grand débat, ça n'a pas suffi. Loin de là. Si je peux répondre sur la doctrine du maintien de l'ordre. Décembre 2018, on a taxé le gouvernement et la police nationale d'ailleurs d'avoir laissé Paris aux mains des manifestants, les Champs-Élysées en feu, l'Arc de Triomphe, on en parlait, qui a été saccagé, le Fouquet's saccagé. Le préfet de police de l'époque a été limogé. Le monde politique, et pas que le monde politique d'ailleurs, les citoyens français, en gros, disaient que fait la police ? On change de doctrine de maintien de l'ordre. On vient à une doctrine plus mobile, à une doctrine d'ailleurs qui est employée par la plupart des pays européens aujourd'hui, avec effectivement des systèmes de NAS, des systèmes qui permettent à la fin d'une manifestation de pouvoir libérer l'arrivée d'une manifestation. Et aujourd'hui, le débat est encore... la doctrine ne convient pas. Ça veut dire que quand tout est cassé parce que la police n'est pas assez ferme, c'est la faute de la police. Et quand la police est un peu plus ferme et qu'il va y avoir des débordements avec les manifestations, c'est aussi de la faute de la police. Il y a un moment donné où il faut savoir, la police nationale, sa première mission, elle est de défendre les personnes et les biens. Alors, est-ce un problème de doctrine ou un problème d'homme ? On va y venir, puisque c'est Didier Lallement qui est arrivé il y a tout juste 1 an, c'était le 20 mars 2019. Mediapart a sorti tout un dossier sur le sujet, avec des témoignages de hauts responsables et de la gendarmerie et des CRS qui eux-mêmes émettraient des gros doutes sur les méthodes de Didier Lallement. Flora Sauvage est allée voir la journaliste qui s'est chargée de l'enquête. Je vous propose de l'écouter. La question de la légalité est posée par les gendarmes eux-mêmes en disant impacter les manifestants. Il y a une disproportion de la force et c'est parfois injustifié d'aller au contact des manifestants. Ensuite, il y a un deuxième point qui est soulevé dans ces notes qui est la légalité des NAS pratiquées. Les NAS, ce sont lorsque les policiers encerclent ou quadrillent les manifestants sur une place ou dans une rue, souvent pour les interpeller ou pour procéder à des vérifications d'identité. Sauf que ces NAS, telles qu'elles sont pratiquées, ne laissent aucun échappatoire aux manifestants. Et donc, évidemment, ça peut être excessivement dangereux. Une autre note de la gendarmerie qu'on a pu se procurer, qui date cette fois-ci d'octobre 2019, qui fait suite aux manifestations des pompiers, décrit une scène très dangereuse, d'une NAS qui a lieu sur le pont de la Concorde. Et sur ce pont-là, le gendarme explique que des manifestants ont eu envie d'enjamber pour sortir de ce piège. Et donc à ce moment-là, le gendarme décide de ne pas appliquer les ordres du préfet et décide de faire sortir les manifestants et de les raccompagner au métro. Voilà, on commence à parler de consignes illégales. Pauline Baron, vous avez vécu cette manifestation et ces violences de l'intérieur. Est-ce que vous vous êtes senti complètement bloqué ? Est-ce que ça ressemble à ce que décrit la journaliste ? Tout à fait, parce que quand on était rue ou boulevard Richard Lenoir, on a essayé de rejoindre en courant le faubourg du Temple parce qu'on voyait les policiers passer sur je ne sais pas si c'est un square ou qui longe comme ça, et qui commençaient à nasser. Et là, typiquement, il n'y a aucune échappatoire, en effet, puisque c'est une rue sans sortie de métro, sans rue à côté. Et au-delà de savoir comment est pratiquée la répression à l'encontre des féministes en ce moment en France, à Nantes, le 8 mars, il y avait des féministes qui faisaient un happening, qui ont repris la chorégraphie des Chiliennes. Elles étaient sur une place, il n'y avait vraiment personne, il y avait du public autour avec des enfants. Et elles ont reçu des bombes lacrymogènes, dont une enfant a quand même reçu, elle-même, une enfant de 5 ans, on a eu une vérification, a reçu une bombe lacrymogène. Donc moi, aujourd'hui, je pose la question de la répression des féministes qui dénoncent les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes, et le message qui est adressé quand on voit la répression policière qu'elles subissent, c'est-à-dire, 1, la rue, en fait, est dangereuse pour les femmes, et 2,
Quelle confiance on donne à ces femmes victimes aujourd'hui d'aller dans les commissariats de police, dans les gendarmeries. Donc vous y voyez même un problème sexiste du côté de la police? Vous voulez dire qu'il y a un traitement particulier des féministes parce qu'elles agacent les policiers? Peut-être pas, mais en tout cas ça pose la question de savoir quels ordres ont été donnés. Yohann Marat? Pour revenir sur les faits de Nantes, je ne connais pas le sujet, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et sur ce système de NAS, ce système-là, c'est le problème de légalité des consignes du préfet Lallement. Mais il y en a un, il y a un problème ou pas? Alors, ce système-là, on ne l'a pas inventé. Il existe, il est employé par énormément de pays européens. C'est un système, au contraire, qui permet de pouvoir procéder à des contrôles, de casser des groupuscules qui sont violents. Vous disiez qu'il fallait quand même qu'il y ait une ouverture. Là, ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a même pas d'échappatoire. Le but, c'est que si à l'intérieur, vous avez des gens à interpeller, à contrôler, on va bloquer l'ouverture, le temps d'effectuer notre travail. Encore une fois, si vous vous retrouvez au milieu des forces de l'ordre, mais que vous n'avez rien fait, moi, mes collègues, ils vont juste faire leur travail. La vraie problématique, partir en courant devant les forces de l'ordre aujourd'hui, mais si vous n'avez rien fait, vous n'avez pas à partir en courant devant les forces de l'ordre. Aujourd'hui, s'il y a des gaz lacrymogènes, c'est qu'il y a eu une attaque de mes collègues. Mes collègues, ils ne balancent pas des gaz lacrymogènes comme ça, gratuitement, sur des manifestantes qui sont calmes. Il y a énormément de manifestations. Mais le gaz lacrymogène ne fait pas le tri entre la manifestante gentille et celle qui a agressé. De même, vous dites qu'on ne fuit pas. Personnellement, je fais 1m48, 58, 48 kilos. Oui. Quand je vois un mec policier harnaché avec le bouclier qui arrive, c'est le premier réflexe que n'importe qui a, c'est de partir. Alors, et là, il y avait vraiment des jeunes filles, donc des filles qui faisaient à peu près mon gabarit. Et il y a eu la même réaction, beaucoup moins violente, mais d'attaque aussi avec des forces de l'ordre, avec du gazage, lors des manifestations au moment des Césars. Donc on voit qu'il y a une répression vraiment très forte à l'encontre des féministes en ce moment. François Patria, est-ce qu'il y a un problème, Didier Lallement, oui ou non? Non, mais je pense que là, en l'occurrence, il y a une victimisation qui répond à de la provocation. Je reviens un instant en arrière. Oui. Moi, je ne pense pas que c'est jamais les policiers qui vont au contact. C'est les manifestants qui viennent au contact des policiers. Ah bah, regardez, c'est toujours comme ça que ça se passe. Si jamais les policiers se viennent toujours en retrait, et il y a un moment où les manifestants viennent au contact. Alors là, ils y viennent à la fin d'une manifestation. Aussi, non mais attendez, après, quand on est à la fin d'une manifestation, que c'est passé 2 heures, qu'on veut la prolonger, qu'on veut la transporter ailleurs, etc. Là, il y a des règles à respecter. Je n'ai pas à discuter dessus. Bon, maintenant le préfet Lallement. Oui. Moi, le préfet Lallement, je le connais depuis longtemps. Je l'ai eu comme préfet en Bourgogne. Alors. Il a été préfet de la région, du département de Saône-et-Loire, quand j'étais préfet de la région. Je veux dire que c'est un préfet. Vous le connaissez bien. Je connaissais bien. C'est un préfet sur lequel, évidemment, parfaitement, en tant que les élus, tout le monde s'appuie. Je ne connais pas un élu qui ait eu à se plaindre dans le département de Saône-et-Loire et en Bourgogne du préfet Lallement, de ses ordres, de ses moyens. Enfin, Alain Juppé l'a appelé nazi quand même. Donc voilà, non mais attendez. Non, mais c'est un vrai sujet. D'appeler M. Lallement le nazi. Il paraît qu'on m'envoie un nazi, a dit Alain Juppé. D'appeler M. Lallement le nazi, je ne sais pas si vraiment il l'a dit. Mediapart fait ses enquêtes, il a le droit de le faire. C'est des enquêtes à charge. Moi, j'aime bien les enquêtes un peu honnêtes et les rapports un peu honnêtes. Hein, quand on veut à tout prix, on trouvera toujours quelque chose. Contre tout le monde, de ce qu'on a pu dire un jour. Ce que je sais, c'est que le préfet Lallement, aujourd'hui, il a pour mission de réparer les erreurs qui ont été faites par le passé et de faire en sorte que l'on... Alors la NAS, vous avez raison de le dire, lors de la NAS, il ne vient pas expressément au préfet Lallement, ni à Castaner. On a changé la méthode de maintien de l'ordre après les débordements qu'il y a eu, tel que c'était conçu avant. Il y a eu autant de blessés du côté des policiers que des manifestants, hein, on est d'accord. Bien, ne permettait pas de protéger les biens et les personnes. Donc la méthode de NAS, aujourd'hui, elle consiste à quoi? À la fin d'une manifestation, quand des gens veulent rester, effectivement, de pouvoir... Alors si les gens, moi, si je suis à la manif et que je suis manifestement pacifique et pas violent, je m'arrête, je ne bouge pas, et puis j'attends qu'on vienne... Non mais sauf si c'est en train de s'agiter. C'est au moment où ça s'agite que tout se... Je ne vois pas les policiers taper sur quelqu'un qui ne s'agite pas. Comme ça, parce qu'il est au milieu. Il n'a pas tué comme ça, au hasard. Je ne peux pas croire qu'il y a un manque de discernement comme ça. Je ne défends pas à tout prix les policiers. J'essaye de trouver un juste milieu au milieu de ces attaques violentes que je trouve à la fois contre les forces de l'ordre, contre le ministre, contre le préfet. C'était pareil en 68, vous savez, pareil, je me souviens. Hein, sauf qu'en 68, vous aviez un préfet qui disait on ne frappe pas un homme à terre. Je sais, ça a beaucoup changé. Je n'ai pas le sentiment aujourd'hui qu'on... Ça a beaucoup changé. Attendez, quand je vois... Attendez, je ne voyais pas non plus en 68 des gens lynchés par des manifestants. Des policiers tirés et lynchés.
Attendez. Des cocktails Molotov avec des policiers qui prennent feu au milieu de Paris. On voyait effectivement pas ça. Aujourd'hui, le nombre de blessés dans nos rangs est bien plus important que le nombre de manifestants. On ne voyait pas non plus tous ces manifestants qui perdaient un œil, qui étaient éborgnés. On ne voyait pas non plus tous ces gamins de 16 ans. Aujourd'hui, quand vous venez dans une manifestation avec des boules de pétanque, avec des pavés, mais c'est une réponse. Ceux-là finissent-ils en garde à vue? Sont-ils arrêtés? Sont-ils blessés ou non? Le problème, c'est que vous avez Place d'Italie, vous avez une NAS, vous aviez ce manifestant qui s'appelait Manu, qui perd un œil, il parlait, il était tranquille, loin des heurts. Le problème est là, c'est que le message qui est donné et qui est catastrophique. Mais personne ne lui a visé l'œil. Mais le message est, si vous manifestez, vous mettez en danger votre intégrité physique. Non, c'est faux. C'est pas entendable dans la démocratie. Regardez le nombre de manifestations qui se passent à Paris tous les week-ends et tous les jours. Et on en a une sur des centaines où vous allez avoir des débordements. Les autres, bien sûr que si, il y a eu des débordements. Est-ce qu'il n'y a pas des manifestants plus violents aujourd'hui? Évidemment, il y a des manifestants plus violents. Évidemment, c'est une escalade de la violence. Mais donc des policiers plus violents. Les Black Blocs n'existaient pas. Il y a une défense. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas tolérer cette guerre des citoyens contre les citoyens. C'est n'importe quoi. Enfin, évidemment qu'il y a des casseurs de flics dans les manifs. Donc pour vous, c'est littéralement le problème. C'est pas des violences policières, encore une fois. C'est de la violence légitime. La violence de mes collègues, c'est de la violence légitime qui est là pour rétablir l'ordre et qui est là pour sauvegarder, préserver les biens et aussi protéger les personnes. Encore une fois, quand vous jetez des boules de pétanque en direction de mes collègues, très souvent, il y a des manifestants qui sont blessés par d'autres manifestants. Et on va devoir s'arrêter là, mais je vous assure qu'on réorganise. Moi, j'aimerais juste terminer avec une toute petite image, si vous me le permettez. Non, il nous reste une seconde. Une toute petite image. Allez-y. Je vais juste vous montrer. Mais il fallait me le dire avant parce que... 1m98, 130 kg, c'est mon collègue. Je veux juste vous montrer où sont les violences aujourd'hui. Voilà. L'image est montrée et on a vu celle des féministes agressées également. Merci à tous les quatre. Ce soir, exceptionnellement, pas de rediffusion d'ALPL. À 22h, débat entre les principaux candidats au municipal à Grenoble, animé notamment par Oriane Mancini. Oriane, que vous retrouverez aussi dans Bonjour chez vous demain matin à 7h30. Son invité politique, Pierre Persson, député de Paris, délégué général adjoint du mouvement La République En Marche. Et avant de vous quitter, moi aussi j'ai un petit mot à vous dire sur le pins que je porte, que j'ai porté tout au long de l'émission, que vous voyez, qui est ici. C'est évidemment pour l'opération Une jonquille pour Curie qui a commencé aujourd'hui. Jusqu'au 22 mars, vous pouvez faire un don pour la recherche contre le cancer de deux manières, soit sur le site d'Une jonquille contre le cancer, soit en envoyant espoir par SMS au 92 002. Ce sera un don de 5 €. Voilà, j'ai tout dit. Très bonne soirée sur Public Sénat.